C'est fait, tout le monde. Super Bowl 59 est joué. On a des champions, les Eagles de Philadelphie. Renaud Bourbonnais, Jean-Michel Elie, Tommy Néron. Miner! Présent pour peut-être pas une dernière fois parce qu'on va revenir dans une couple de semaines, mais une dernière fois avant la pause. Les boys, d'abord, game de marde au Super Bowl. Comment est-ce que vous avez passé votre soirée? Yo, honnêtement, moi, j'ai aimé la game parce que, vous savez, je suis un gars qui aime beaucoup les défensives. Mm-hmm. Puis voir les Eagles dominer comme ça pendant toute la game, ma soirée était comblée. Après ça, Kendrick, le halftime, j'ai adoré. T'étais où? C'était quoi? Ouais, tes c'est ça. plans? J'étais chez Résumé à la game. Non, mais même plan, j'étais chez nous. J'étais supposé aller chez un ami, mais malheureusement, sa copine est tombée malade, donc il est venu chez nous. Mm-hmm. Puis on a checké la game, puis avec de la bouffe, Chinese food, Oh! des potes pretty ugly, salsa dip, alright. Ah ouais, moi, je me suis fait livrer chez nous. Je me suis fait inviter à quelques plans, puis j'étais comme, pour vrai, est-ce que ça va sonner? Tu sais, mon frère était comme, tu peux-tu, puis tout. Puis j'avais déjà prévu de l'écouter avec mes colocs, puis tout, mais je l'ai vu trop tard, son texto, mais j'étais comme, je vais pas expliquer les règles à quelqu'un en soi. Non, en effet. Parce que j'arrivais au stade où, là, finalement, la game, c'était vraiment pas ça. Mais j'avais pas le goût de, tu sais, c'est une game serrée, puis là, quelqu'un qui fait, ça, c'est pas une pénalité, puis là, faut que tu y expliques pourquoi ça, c'est pas une pénalité, puis tout, j'avais pas le goût de tomber là-dedans. Puis, moi, je vous pose une question vite. C'était-tu pire, ce game-là, ou Rams-Pats? Oh mon Dieu, ce game-là. Rams Pats. Tu sais, là, c'était 3-0 à mi-temps, puis ça a fini 19-3, je pense. Je pense que c'était 12-6, en tout cas. 12-6. Quel game était pire entre les deux? Les pires. Rams Pats, c'était pire. Moi, je pense que dimanche, c'était pire parce que au moins, Rams-Pats, tout le long, tu te disais, ça peut switcher. C'est un jeu, puis ça pouvait C'est switcher. ça. Dans ce sens-là, ouais. Tu sais, là, c'était vraiment je pense même que Travis Kelce l'a dit qu'à mi-temps, tout le monde savait que c'était fini. Là. Mm-hmm. Eux autres, t'es pas là à faire, on peut remonter, là, pis tout ça. Fait que t'es comme, moi, c'était un peu dull. Là. C'était vraiment un coït interrompu. T'arrives sur la grosse finale, puis point prêt. Quelque chose qui me fait rire, par exemple, avant qu'on tombe dans nos sujets, là, on va reparler de la game tantôt, mais moi, j'ai vu beaucoup de monde dire qu'elle allait boycotter le Super Bowl. C'est sorti que c'est le plus écouté. De tous les temps. Et pourquoi les gens voulaient boycotter? Ben parce que les Chiefs, c'est une ligue rig pis tout ça. T'as pas vu la Bills Mafia? Ils nous disaient tous qu'elle allait pas l'écouter. Ouais, mais la Bills Mafia, honnêtement, là, comme construisez-vous quelque chose, là, une équipe. Une équipe. Une et après famille. ça, on parle. Non, mais imagine te dire... Hey, la Bills Mafia, trouvez-vous une blonde. Imagine te dire fan de football, puis pas regarder le Super Bowl. Non. Mais non, c'est impossible. Ça marche pas, là. Pas boycotter le Super Bowl si t'es un fan de football, là, comme. Mais non. Puis, honnêtement, je trouve que all over en série, l'arbitrage, j'y donne facilement un 8.5. En série générale? Toutes les games. On a tout écouté les games des séries. Ouais. Pas vraiment de games qui se sont joués sur un call. Là. Pas de OK, tu peux dire, tu sais, comme mettons dans la game là, contre les Eagles, une année, il y a eu un hors-jeu sur le 90 des Chiefs, on va en reparler. Puis, Dans le Super Bowl, tu parles. ouais. Ça, Mais ça faisait 2 fois que t'as aligné. Même que j'étais comme. Ouais. Non. Ça, t'aurais mais il y avait la main complètement en jeu, là. Puis là, ils l'ont callé là, puis il y en a qui pourraient dire, ouais, tu le calls quand le jeu est important, mais en fait, tu devrais le caller, mais en même temps, tu devrais pas être mal aligné rendu au Super Bowl. Festif, à aucun moment. 4 semaines que tu t'alignes tout le temps. Fait que c'est juste ça, mais il n'y a pas eu de gros call controversé pour moi, honnêtement. Là, ça a été des. Ça a été une game. Pour les playoffs? Ça a été une game. En général, les playoffs, là. Ouais. Ben, dans le Super Bowl, anyway, on n'était pas un call d'arbitre de game, là. Ah, pis ça, là, après ça, on tombe dans le pretty ugly, là. Ouais. Parce que, mais avez-vous vu D-Up puis Jaden Hicks après la game? Ils ont parlé de l'arbitrage. Ouf! C'est tellement petty, là. Si on est rentré dans les Ravens quand ils disaient que l'orteil de Likely était... Hey man, D-Up et Jaden Hicks qui chialent sur l'arbitrage, c'était 40-6. Asti, les arbitres auraient pu jouer avec vous autres. Vous laissez 2 joueurs de plus sur le terrain, je sais même pas si vous auriez fait de quoi. Non, c'est ça. Genre, se plaindre des arbitres à ce moment-là, c'est la dernière personne qui devait se plaindre aussi avec la passe qui avait échappé. Là. 100%. Là.
complètement seul. Mais un vétéran qui fait une erreur de 30 même. yards de plus. Il y avait énormément de terrain devant lui. Il y avait moyen de se rendre jusqu'au bout, même. Puis en plus, ça l'aurait quand même changé le momentum de la game. Ben oui, 100%. Il y a beaucoup de passes échappées puis d'affaires de même. Exact. Ou des mauvaises passes qui ont été faites que tu te dis, tu sais, à 17-0, si tu fais une belle drive puis tu mets ça à 17-7, tout peut changer dans le mental puis tout ça. Mais c'est jamais arrivé. Mais tu sais, chialer ses arbitres quand tu perds. Parce que moi, là, le vrai score du Super Bowl, c'est 40-6. Le garbage time, là, t'as mis ça 40-6 dans la face des Chiefs. Ce garbage time, on s'en calisse après. Ils ont sorti des starters même, puis tout ce qui explique pourquoi il y a eu des gros jeux après, puis tout. Puis, pour moi, chialer ses arbitres dans cette situation-là, c'est comme un gars, tu sais, qui a rien pour lui, il est laid, tout ça, il est en camisole blanche avec une tache de moutarde, puis il se fait laisser, puis il est comme, elle sait pas ce qu'elle manque. Elle trouvera jamais mieux que moi. T'es comme, OK. Elle va trouver. Elle va trouver mieux, là. Avant de se lancer dans la game, les boys, on va faire notre segment hors terrain de la semaine, présenté par Pretty Ugly, les salsas. Qui ont été usés à quart de tour dans mon party du Super Bowl. D'ailleurs, là, on a vidé 2-3 pots. Fait que merci beaucoup, Pretty Ugly, pour la belle saison aussi. Puis on les a vus à beaucoup de places. Ben oui, ces deux jeunes entrepreneurs. Ouais, vous étiez partout, Pretty Ugly, pendant la semaine du Super Bowl, les 2 semaines qui ont l'idée. Là, on vous a vu à toutes sortes d'émissions, à radio, à télé. Donc, bravo. Et on a une question. Il est comment, JC? Non, mais pour vrai, belle compagnie d'ici ils font de la belle job. Puis pour vrai, tu sais, on est un peu là-dedans, là, le milieu des médias. Avoir une run média de même, c'est bien cool travaillé. C'est bien travaillé de leur part. Ils ont sûrement préparé ça full d'avance pis tout. Ils font bien les choses. Fait qu'encouragez-les, man. Merci pour votre confiance. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance. Puis, puis j'étais dans leur pub. Fait que ça a sûrement aidé à mousser le tout. Ben, ça a l'air que oui, c'est là que le téléphone s'est mis à sonner pas mal. Ils ont fait, tabarouette, vous avez engagé un handicapé. On veut vous donner une subvention. On va vous donner une subvention. On savait pas que le petit Jérémy... On savait pas que le petit Jérémy avait mué. Il y a quoi? Il y a une barbe maintenant? Donc Dès qu'ils se vantent, les 2 bullies qui s'en viennent le frapper. Non, mais good job pour la pub. Ouais. Merci. Bon, la nouvelle en tant que telle est un peu moins funny. On a l'air du lien de Guillaume Lepage. Tout le monde en parle il y a une couple de semaines. Ricardo! Hey, ça, là, c'était malade. Oh là là. Au retour de la pause, j'entendais juste son équipe crier dans ses oreilles. Arrête de sourire! C'est exactement rien qu'on fait. Ah ouais, on viendrait comme des malades. Donc, l'histoire terrain cette semaine. La transition à Ricardo. Et là là. Il a dit et là là. Et là là. All right. Donc, lors de la semaine en Nouvelle-Orléans, on se souvient, il y a eu des attentats le 1er janvier dernier, une voiture qui avait frappé des gens et tout. Donc, la sécurité était de mise pour le Super Bowl, mais ça veut pas dire que tous étaient à l'abri. Quand même, il y a un reporter local de Kansas City du nom de Adam Marzano qui a perdu la vie tragiquement durant la semaine du Super Bowl. En fait, lui avait... était rentré à sa chambre d'hôtel aux alentours de 5 heures du matin en compagnie d'une demoiselle. Et il en est jamais ressorti. En fait, il est décédé dans la chambre d'hôtel. On n'a pas encore 100% tous les détails de ce qui s'est passé ou de la suite des choses. Là. Évidemment, cette histoire-là va faire couler de l'encre puis qu'il va y avoir un documentaire. Un documentaire là-dessus, assurément. Là. C'est sûr que Netflix va se gâter sur superposer les images de la NFL. Netflix, pour de vrai, là, eux, ils doivent être dans leur bureau puis à chaque fois qu'il y a un meurtre quelque part, ils doivent être... Check bien, une année, il va y avoir un documentaire. Puis on va découvrir qu'il payait du monde pour tuer du monde. On a besoin d'une 2e saison. Il devrait avoir un documentaire sur Netflix. Ouais, non, ça va arriver assurément. Il va y avoir un Untold là-dessus. Mais ce qui arrive aussi avec ce gars-là, c'est que lui avait une petite fille, un bébé, ou je dis fille, je sais pas si c'est une fille. Il y avait un bébé-fille. Un bébé-fille. Il y avait un bébé. Ce gars-là, il est docteur. Et la mère de cet enfant-là est décédée l'an dernier dans un accident de voiture. Donc, l'enfant se retrouve pas de parents, donc évidemment, histoire extrêmement triste, mais quand même, c'est juste moi, oui, je sais que ça a fait couler de l'encre, mais c'est débile mental, là, ce qui s'est passé. Le gars est allé couvrir le Super Bowl, puis il s'est fait tuer dans sa chambre d'hôtel. C'est qu'il y a... C'est hallucinant. Il y a plein de détails à venir. Le gars, il avait 27-28 ans. Ouais. La femme qui l'a
qu'il l'aurait tué à 49. Tu sais, c'était tu, on est au bord de l'hôtel, on se fait des regards, puis on se dit qu'on s'en va fourrer ou whatever. Mais il y a surtout dans le contexte que c'est arrivé, tu sais, dans le sens où c'est comme le jeune fan des Eagles qui est décédé en célébrant. Sur le poteau, là. Ouais. Puis là, il est décédé. Puis tout, pour moi, c'est quand même. Ce que je trouve dark, c'est qu'on continue à vivre, mais comme la NFL continue à vivre grand V, là. Tu sais, je pensais qu'elle allait souligner le décès d'Adam Mazzano ou le gars de 18 ans, pis tout, pis ça n'a pas été fait. Ils ont souligné les attentats de Nouvelle-Orléans, mais comme, tu sais, on sent que du côté de la NFL, ils sont un peu en mode. Ouais, mais. Tu sais, ils mettent ça sur le côté parce que. Puis je comprends, puis il n'y a pas un lien avec la NFL. Le gars, t'es en Nouvelle-Orléans pour couvrir. C'est arrivé dans la nuit à l'hôtel. Tu sais, l'hôtel a plus de responsabilité que la NFL dans cette histoire-là. Ouais, puis aussi, ils sont pas au courant de qu'est-ce qui s'est passé, la NFL. Fait que c'est pour ça que je pense qu'ils gardent le silence pour le moment. Exact. Il y a aucune chose qui porte à croire que comme la NFL pourrait faire comme on va souligner aussi le décès de ce gars-là, c'est qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben, là, ce qu'on voit, c'est que la fille a utilisé sa carte après, puis elle a déjà fraudé. La carte du gars. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est sortie avec sa carte, puis là, elle s'est acheté plein d'affaires, puis tout. Tu sais, on dit qu'il va y avoir un toad là-dessus, mais je pense que le docu serait pas en esti parce que c'est pas subtil, mettons, ce qui s'est passé. Qu'elle l'aurait tué pour utiliser sa carte, ces affaires-là, elle aurait déjà, tu sais, fraudé plein de cartes puis plein de monde. Fait que, à voir. Je pense plus qu'il va y avoir un Untold. Tué, eux autres aussi. Je pense plus qu'il va y avoir un Untold sur un documentaire sur la fille en question que sur la situation du reportage. Ah, si, c'est une chaîne d'affaires qui Sinon, c'est un documentaire qui va durer 15 minutes. Un micro de c'est un reportage. 100%. Mais imagine la même situation, mais on n'a aucune idée qui l'a fait. En marge Super Bowl, il y a un gars retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel qui était là pour couvrir. Puis on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Imaginez comment là, ça aurait fait couler de l'encre. Mais là, c'est vraiment juste devenu un fait divers. Mais moi, je trouve ça triste encore plus pour l'enfant, genre que en l'espace de 2 ans, 1 an et demi, il se retrouve sans parents, puis comme... Il y a même pas, je pense même pas que cet enfant-là est conscient qu'il a perdu ses 2 parents. Non, il doit être fucking jeune si son père a 27-28 ans. Fait que, c'est comme... T'es orphelin à très, 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 très tôt. Puis c'est juste dommage, man. Je sais pas comment bien finir cette histoire. Moi, j'ai une petite blague. Non, mais c'est vraiment tragique. Puis c'était notre histoire terrain. Voilà, Pretty Ugly. On pouvait pas on a failli parler du yacht du gars des Jags. Oui, mais il vaut combien ce yacht-là? J'ai vu 300. J'ai vu passer, puis c'était débile mental. 300 ou 34 Moi, j'ai vu 300 millions, non? Ouais, attends, on va checker. Moi, je pense que j'ai vu 300 millions ou 350. Ce gars-là, il est fucking riche. Il y a Fulham, il y a les Jags. Mais j'étais comme, yo, à quel point t'as besoin d'un yacht de 350 millions? 360 millions US. À quel point t'as besoin d'un yacht comme ça, Tommy? Mais j'ai pas de yacht comme ça. Non, mais comme... Non, mais par exemple, genre... Non, mais on sait bien que ce monde-là vont pas bien. C'est comme le monde qui sont rendus à 9 maisons. C'est comme le monde qui sont rendus à 9 maisons qui ont des collections de chars. Une année, tu fais, OK, là, c'est correct, là. Moi, je trouvais ça hallucinant, parqué sur l'eau, sur le bord de... Mais en fait, je trouve ça fascinant comment tous les honors sont là. D'ailleurs, pour peut-être faire une transition moins sec, Jerry Jones aussi était là, puis il a dit qu'il était bien surpris que les Cowboys soient pas là. Puis il a simili-dit en joke qu'il n'aurait pas donné que les joueurs de Cowboys soient pas là? Ouais, il était bien surpris que les Cowboys soient pas qualifiés pour le Super Bowl. Lui, il était convaincu que cette année, les Cowboys, il a dit ça. Il était convaincu avec Cooper Rush. Mais il a dit une joke. Non, il a dit une joke parce qu'il était pas blessé en début de saison. Ouais, mais avec Ezekiel Elliott, là, comme c'est ça, mais il a aussi dit 6 millions en joke que avoir su, il aurait peut-être pas fait de Dak Prescott l'homme le mieux payé de la ligue. Puis tout, bonne joke. Il fait vraiment. Non, mais tu sais, c'est qu'il l'a dit. C'est drôle. Non, c'est qu'il le dit avec un sourire. Fait qu'on peut pas se dire, il le pensait vraiment. Mais tu sais, il met tout le temps de l'huile sur le feu. Ben oui, c'est ça. Mais lui, il a clairement un côté narcissique qui veut juste qu'on parle de lui. Là. Puis il le fait bien parce qu'on parle de lui à chaque semaine. Mais ouais. Fait que c'était... C'est le Aaron Rodgers de GM, ce gars-là. Ah oui. Ah, ça oui.
Il est très Aaron Rodgers, ouais. D'ailleurs, on va parler d'Aaron Rodgers tout à l'heure, messieurs. Ça va être un beau sujet passionnant. Avant, passons à la cote de la semaine présentée par Mise au jeu plus. Rendez-vous sur le miseaujeu-plus.com pour toutes les cotes sur le football. Ça commence déjà, là, les cotes pour la prochaine saison. Il y a déjà des... Faut que tu scrolls. Je te dirais que le logo NFL a été... J'avoue que NFL a été mis un peu plus en background étant donné que ça va attendre, mais quand même, si vous le cherchez, là, il y a déjà des cotes disponibles là, en vue de la prochaine saison. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va aller pour notre code de la semaine, toujours présenté par Mise au jeu plus. Le champion du Super Bowl pour le Super Bowl 60, donc l'an prochain. Hey, by the way, avez-vous vu le logo? C'est atroce, hein? Non, j'ai pas encore vu. Ah, je l'ai pas encore vu non plus. Il y a genre 9 couleurs dedans. Ben, la joke, c'est qu'ils veulent plus que on sache c'est quoi, mais c'est le pire logo. Tu peux continuer, je vais vous le sortir entre-temps. Donc, d'abord et avant tout, messieurs, est-ce que vous seriez surpris d'apprendre que les favoris pour remporter ce fameux Super Bowl 60 sont les Eagles de Philadelphie, avec une cote de 7, suivi des Ravens de Baltimore et des Chiefs de Kansas City à 7,5, les Bills à 8, les Lions à 10, les 49ers à 16. Et là, j'enchaîne. Je n'aimerais pas toutes les équipes, mais pour être sûr que vous le sachiez, l'équipe avec les moins bonnes chances de gagner le Super Bowl, selon Mise au jeu plus, sont les Titans du Tennessee avec 201 fois la mise. Impossible. Faut être audacieux en estime. Puis je sais que la deuxième pire... Ils pensent que Cam Ward peut pas les amener en... Wow! Tu sais, c'est quoi qui est fascinant, la deuxième pire équipe? C'est qui? Les Saints. À égalité avec les Giants et les Browns. Les Colts sont combienième, s'il te plaît? Les Colts, ben là, je peux pas te dire combienième, mais je peux te dire que la cote est à 101 fois la mise. Donc, tu mets $1. Alright. C'est le logo. Oh, shit. C'est le logo. Ça va être où? San Francisco. San Francisco? Il y a le Gate dans le logo. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et comment il te l'a dit? Il a dit il y a le Golden Gate. C'est dans le logo, mais c'était un hostie de cave. C'était assez arrogant. Gros épais. T'as vu, je me suis jamais retourné. Non, je pense que je vais faire le podcast avec toi. Un peu de peine. Mais le logo est atroce, je trouve, mais en tout cas, peu importe. Ouais. Mais oui, pour la saison prochaine. C'est très tôt, là, on s'entend. C'est très tôt. Moi, dans des paris de même, on s'entend que tu mets pas des gros montants, là, dans le sens où tu vas pas mettre ta maison. C'est une victoire des Eagles. Moi, j'aime ça de dire, OK, calcule qui a une bonne. Qui peut signer des agents libres, qui peut bien drafter, qui ont assez de choix pour drafter beaucoup de monde, puis tout. Puis dans ces circonstances-là, mettons, peut-être les Packers. Mais Jordan Love m'inquiète beaucoup. Il n'y a pas une bonne saison. Mais la cote est intéressante parce que, tu sais, aller prendre qu'ici 8 fois la mise, je sais pas si ça m'intéresse. 21 fois les. Mais 21 fois la mise pour les Packers, qu'il y a déjà des rumeurs que Max Crosby irait là-bas. Ouais. Ils ont tous pas mal le choix de draft. Ils n'ont pas fait de gros moves cette année puis tout. Le corps de receveur sera pas touché. Versus, mettons, les Bengals qu'on sait pas encore si Higgins va être là. Chase n'a pas encore son contrat. Il y a plein d'affaires de même. Aussi, à 16 fois la mise, il y a les Niners. Ouais. Je doute un peu à cause de la situation des receveurs. Je trouve qu'un 16 fois la mise, c'est pas très payant pour une équipe qui a autant de points d'interrogation. Ouais. Par contre, dans l'histoire, s'ils nous ont prouvé qu'une année, ils sont nuls, l'autre année, ils remontent. Et qu'ils perdent au Super Bowl. Exact. Fait que c'est ça, mais est-ce que vous pensez que les Eagles peuvent run it back? Je pense définitivement qu'ils peuvent running back. Surtout, je pense pas que c'est une équipe qui va perdre des joueurs au free agency. Puis je pense que ils ont un bon corps de jeunes, tant à l'attaque, tant à la défensive. Mais honnêtement, moi, je pense que les Ravens selon moi, pourraient gagner le Super Bowl. On dit ça depuis 10 ans. Moi, je dis pas ça depuis 10 ans, je dis ça depuis cette année-là, mais je trouve qu'ils ont l'équipe. Je trouve que comme ils auraient donné une meilleure opposition que les Chiefs aux Eagles. Ben, à peu près tout le monde en ce moment, on peut dire qu'il aurait donné une meilleure opposition. Mais t'avais juste à gagner le ticket pour aller là. Mais pour répondre, c'est ça. Pour répondre à ta question, moi, je pense que les Eagles peuvent running back, surtout que ça fait depuis le début de la saison qu'on en parle, mais même avant qu'on fasse le podcast, on en parlait. Ils repêchent tellement d'avance que là, il y en a des joueurs qui vont partir. Josh Sweat,
probablement va quitter les Eagles, signer un gros contrat. Mais cette équipe-là est tellement prête d'avance. Tu sais, les Jalen Carter qui sont arrivés d'avance. Darius Slay va probablement quitter. Il a peut-être joué son dernier match. Il a 34 ans quand même. On dirait que je m'étais pas rendu compte à quel point il a vieilli. Ouais, exact. Mais ceci étant dit, tu sais, il pourrait annoncer sa retraite, arrêter de jouer, peu importe. Puis je serais pas inquiet pour le DB squad des Eagles, même si c'est un athlète qui performait. L'an passé, ils ont repêché Mitchell. L'an passé, ils ont repêché DeJean. Chris DeJean fait déjà des jeux. Il a déjà fait un pick six au Super Bowl. Slay est même pas encore parti. Donc, je suis pas inquiet pour les Eagles. Moi, assurément, ils vont être dans le portrait l'an prochain. Mais si j'avais à prendre les Eagles, j'attendrais que le hype se pogne sur d'autres équipes. Ouais. Mettons que j'ai cette mise-là à faire, j'irais sur des équipes un peu plus loin parce qu'on sait que les Eagles, si moindrement, ils perdent un gars ou deux. Puis là, au draft, c'est flou pis tout. Puis là, on arrive, mettons, au début de saison, puis ils sont 1-1. La cote, je suis sûr qu'elle va être meilleure que 7 fois la mise. Ouais, 100%. Versus là, tu sais, il y a des équipes de même que tu te dis, ceux en haut du tableau, là, moi, j'attendrais pour les prendre qu'il y ait, c'est quasiment de la bourse, comme j'en parle. Ouais. Non, mais je comprends. Attends que la mise vaille plus. Le club qui va sortir du cash pour T. Higgins, somehow, va monter dans les attentes. Exact. Moi, j'attendrais genre 5, la semaine 5, genre. Ouais, probablement que la cote va être à 10 pis tout ça. Mais si tu crois aux chances des Lions de revenir en force, malgré le fait qu'ils ont perdu Ben Johnson puis Aaron Glenn, sont à 10 fois la mise présentement. 10 fois la mise pour les Lions, je sais pas si tu vas avoir mieux que ça dans la saison. Fait que c'est un peu ça. Faut que tu prévois qui risque de monter, descendre. Puis là, je pense que les Eagles sont où la cote va être le plus bas. À 7 fois la mise versus les Lions, 10 fois la mise, je pense que c'est un bon moment pour aller ramasser ça. Là. Je sors du pari, mais quand même, je vous demande une prédiction. Tu sais, souvent, la NFL veut faire son match d'ouverture avec un match très hypé. Souvent, c'est une reprise du Super Bowl, mais pas tous les ans nécessairement. Là, cette année, je peux pas croire qu'on va avoir... je pense pas que Chiefs et Eagles se croisent en saison régulière l'an prochain. Mais même si c'était le cas, je pense pas que c'est le rematch que tu veux nécessairement pour starter. Bills et Chiefs sont obligés de se croiser l'an prochain. Mais il y a une partie de moi qui a pas envie de voir ça week 1. Tu sais, je veux voir ça plus tard dans la saison. Ceci étant dit, feriez-vous le saut si le premier match de la saison, le match d'ouverture, c'était Bills-Chiefs? Je ferais le saut. Je ferais le saut, mais en même temps, je veux vraiment pas voir ce match-là, comme tu dis, en début de saison. Ben non. Mais est-ce que si je peux vous poser une question, est-ce que vous serez down de voir un match genre Ravens-Eagles? Moi, j'aimerais mieux voir Eagles-Commanders. J'aime ça de que les gagnants ouvrent la saison. Ouais. Fait que moi, j'aimerais ça voir les Eagles. Les Commanders, ça va être une équipe qui va avoir fait jaser toute l'intersaison. Ouais. Fait que le hype va être là pour faire à quel point ils se sont améliorés. Il va y avoir un autre match-up plus tard dans l'année. Exact. Fait que je trouverais ça cool de faire OK, on a un Eagles-Commanders en début de saison. Aussi, une game que j'espère qu'il attendra pas trop, Bears-Lions. Oui. Ouais, Ben Johnson tout de suite contre Dan Campbell. Ouais, c'est vrai ça. Surtout tôt pour faire son remplaçant a pas fini de s'ajuster un peu. Mais tu sais, je me dis un edge un peu peut-être à Ben Johnson. Les saisons commencent le jeudi maintenant. Le premier match, là, ouais. Je te dirais ton match-up Eagles, Commanders, puis Sunday night, j'irais avec un Bears-Lions. Ouais, mais je pense que les Eagles, il faut qu'ils ouvrent la saison comme ils ont gagné. Puis Commanders, je pense que ça va être une équipe très sexy à mettre là. Puis comme ils se sont affrontés en série, puis tu sais qu'on a dit « Oh, tabarnak, les Eagles ont Christine Reims aux Commanders, ça sera pas pareil. Ils ont Christine Reims aux Chiefs. Fait que là, tu te dis quasiment l'équipe qui leur a le plus tenu tête, c'est quasiment les Commanders. Tu sais, puis les Rams vont tellement perdre de morceaux, fait que ça pourrait être intéressant. Ouais. Fait que, j'ai bien hâte de voir, mais tu sais, la prochaine saison va être très excitante dans le sens où là, il y a beaucoup plus d'équipes qui ont des morceaux intéressants au poste de QB puis tout qu'on avait en début de saison, je trouve. Ouais, ça, c'est clair. Puis il va y avoir du mouvement encore dans l'entre-saison. Donc, ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a des équipes qu'on oublie un peu, là. Ouais. Mais tu sais, Penix avec Atlanta, il avait pas mal fait. C'est un gars aussi qui peut, tu sais, s'améliorer puis tout ça. Fait que ça va être intéressant de voir les équipes se bâtir autour de ces joueurs. Ce qui est intéressant, tu sais, tu nommes Penix, c'est qu'on n'a pas beaucoup de tape sur lui. Fait que les équipes vont pas forcément être ajustées quand ils vont le rencontrer, genre comme CJ Stroud puis tout ça. Là, en parlant de la prochaine saison, je peux te faire un dernier commentaire avant qu'on tombe dans la confrontation de la semaine. Vous avez vu l'histoire où le cours d'eau offensif faisait pas tant de tape avec Caleb Williams?
Non, Il y a une histoire qui dit qu'il avait son Oui. pour faire du tape. Il fallait qu'il aille chercher de l'aide externe, genre de gens pas chez les Bears. Pour faire du tape. Parce son que lui, coach comme, s'en colissait. Mais ils l'ont crissé dehors au mois d'octobre aussi, ou novembre. Là, mais... Novembre. Ouais. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là est rendu le coordonnateur du jeu de la passe des Jags. Exact. Fait que le gars qui est censé relancer Trevor Lawrence dans son équipe, il y a un gars qui faisait pas de tape avec son QB. Fait que tu sais, quand encore recru en plus. Quand je vous parlais l'année passée de Caleb, je prends pas de notes sur lui, là, ça vient beaucoup de là. Tu sais, dans quel monde un Ben Johnson, mettons, tolérerait ça? Je vous disais aussi qu'il était mal entouré avec les Bears. Ah non, mais je le disais aussi, là. Moi, j'ai dit Caleb Williams va être bon, mais avec Eberflus, c'est l'erreur d'une vie, mais on le sait pourquoi ils ont fait ça. Ils voulaient Ben Johnson. Fait que c'est ça. Ben hâte de voir pour la prochaine saison. Les Bears aussi, peut-être que ça va être des match-up intéressants début de saison. Oui. Effectivement. T'sais, imagine un petit Bears Commanders. Hein? Ouais, mais ils donneront pas le premier match de l'année avec les Bears. Là, ça va être les Eagles contre quelqu'un d'intéressant. Là. Donc, à suivre dans ce cas-là. Messieurs, on arrive pas aux confrontations, mais bien à la confrontation de la semaine, présentée par Fromagerie Victoria. J'espère que si vous avez commandé... J'allais dire le buffet, mais le bar à poutine. J'espère que vous avez été satisfaits. Envoyez-nous vos commentaires, qu'on puisse les shipper à Fromagerie Victoria. Envoyez-les à Renaud. Ouais, envoyez-les au compte le tailgate. Je veux pas le goût d'avoir mes DM plein de fromage. Mais sinon, on a aussi A Star is Born. On en parle-tu? Ouais, il y a un gars qui est tout le temps rendu là-bas qui fait des tests. Ça. Exact. Ben, notre testeur en personne, Mr. Tropics, c'est le nom que j'ai, là. Désolé. Qui est allé plusieurs fois, mais on en avait parlé sur le show, qui est allé plusieurs fois avec son gars goûter de la crème glacée, soit de la poutine avec de la crème glacée ou de la crème glacée avec de la sauce à poutine. Là, ça a l'air qu'il se fait reconnaître quand il rentre à Star, qu'ils lui font le cornet, tout. Donc, ouais, A Star is Born, puis c'est grâce à nous. A Star is Born, mais je sais pas si c'est une bonne affaire de te faire reconnaître comme le gars qui donne de la poutine à crème molle à ton enfant. Je pense qu'ils font des bouchées pour goûter, là. Je pense pas qu'ils soupent à ça, mais c'est bon. Ouais. Mais ouais, mais puis il y a même du staff qui l'ont essayé. Là. Oh! Mais eux, on n'a pas eu leurs commentaires. Ouais, je pense que le monde disait que c'est délicieux. Je suis capable de m'imaginer. Ouais. Sauce barbecue vanille. Là. Il y a une raison pourquoi je l'ai pas faite. Mais le reste des produits, quand tu te mets pas à mélanger les ingrédients, est excellent, Fromagerie Victoria. Ouais. Le cheese, pour vrai, là. Ah, il était écœurant. On a mangé une. Là, mais quand on l'avait testé, c'était mais c'est parce que dans une poutine, ça fait toute la différence, le fromage. Tu sais, dans le sens... Moi, des fois, des mauvaises frites, là. Tu sais, des fois, c'est des frites congelées, puis je comprends. C'est quasiment un autre style de poutine pour moi, tu comprends. Mais comme, quand t'as des bonnes patates, une bonne sauce, puis qu'ils te mettent un mauvais fromage, tu sais que ça... Tu le sais, là, que c'est un sac congelé, que... Ouais, c'est ça, là. Puis tout ça... cheap un peu, puis il n'y a pas une grosse quantité, t'es comme... C'est vraiment dole. Man, le fromage est excellent, genre, puis c'est des chunks, là. Ouais, des fois, des fois, tu sais, ça te prend 2 bouchées, finir ton morceau de fromage, ça, t'es comme, OK, c'est fresh. Puis ça fait toute la différence pour vrai. Les poutines de fromagerie, là. Ouais, les autres poutines, c'est de la merde. Allez chez Fromagerie Victoria pour goûter la meilleure poutine au Québec et au monde. Et profitez aussi de la crèmerie à l'année parce que là, c'est pas mal. Tu sais, on en a niaisé toute l'automne, là. J'ai niaisé toute l'automne. Mais là, c'est vraiment la période. Niaisais? Non, mais laisse-moi finir. Mais là, c'est vraiment la période de l'année où vos crèmeries sont pas là pour vous. Mais Fromagerie Victoria, c'est à l'année longue. Donc, gros crèmerie, gros Victoria. T'as-tu vomi dans le micro? J'ai eu un genre de... Arrêta. Est-ce qu'on n'est pas là pour l'aider? On aime tellement ça. On t'aime, Bruno. Hein, ah oui, je vous aime aussi. J'aime surtout Fromagerie Victoria. On t'aime, mais Chris, qu'on n'est pas d'aide. Bon, ceci dit, la game était de la merde. On n'en parle pas, on passe aux infos. Non. On va en parler de la game. Écoutez, ça a été un blowout à faveur des Eagles. Je pense pas qu'on va nécessairement faire l'analyse la plus longue parce qu'à passer le deuxième quart, on s'entend qu'il y a plus grand-chose à dire sur le match. Ceci étant dit, c'est un peu aller dans le sens de ce qu'on parlait la semaine dernière. Bon, d'abord, la défense des Eagles contre l'attaque des Chiefs, on va en parler après parce que ça a vraiment été une clinique. Mais au niveau de l'attaque des Eagles, sans être spectaculaire, contrairement à l'attaque des Chiefs, elle a été capable au moins de faire quelque chose dans le match. Tu sais, on disait... Le point de concentration va tellement être sur Saquon Barkley que les Chiefs vont tellement devoir mettre d'efforts à l'arrêter que ça va donner des opportunités à 1 contre 1.
C'est ce qui est arrivé. Mais moi, je pensais quand même que les Eagles allaient commencer le match en donnant le ballon à Saquon, à montrant aux Chiefs, vous nous montrez le bon front, vous faites la bonne chose, puis finalement les surprendre sur un troisième essai ici et là avec des passes à 1 contre 1. Puis finalement, ça a été le cas au sens que les Chiefs ont craint Saquon Barkley du début à la fin. Mais les Eagles, dès le début, ils ont dit, vous nous donnez des 1 contre 1, nous, on passe. Je me souviens, à la fin du premier quart, dans la petite soirée avec laquelle j'étais avec mes amis, qu'on regarde le Super Bowl ensemble à tous les ans, man, A.J. Brown a joué 1 contre 1 tout le premier quart, tous les jeux sans exception. Puis finalement, ça a été le même pour le reste de la game aussi. On se demandait est-ce que Jalen Hurts va être capable de faire les fameuses passes en 1 contre 1, donner une chance à ses receveurs de faire les jeux. Il a été capable de le faire. Puis comme on l'a dit, s'il était capable de le faire, les Eagles vont gagner le match, ils l'ont gagné. Mais tu sais, moi je trouve ça juste dommage pour les Chiefs qu'ils n'ont pas établi le jeu au sol. Je pense que ils ont même pas essayé. Ils l'ont skippé. Hein? 0 là. Skippé. Genre 3 coups, je pense, en première demi. Puis je trouve que si tu veux établir ton attaque, il faut que tu établisses ton jeu au sol pendant la game. Surtout quand tu as une organisation comme les Chiefs. Exact. Puis surtout quand tu affrontes une défensive comme celle des Eagles. Oui, tu es au courant qu'ils ont un bon box, mais quand même, montre-leur que tu as plusieurs atouts dans ta game. Tu as Pacheco, tu as Hunt, puis aussi tu as Worthy des fois qui vient pour le jet sweep. Tu sais, montre-leur que comme ton playbook est quand même ouvert, que vous abandonnez pas dès le début de la game. Puis aussi, quand tu réalises, man, les Chiefs, honnêtement, là, ils doivent trouver ça vraiment honteux que les Eagles ont jamais blitz toute la game. Ouais. C'est 0, là. C'est à quel point que comme la ligne défensive du côté des Eagles était efficace, puis à quel point qu'ils faisaient la job. Man, à un moment donné, là, je sais pas si vous avez vu le jeu quand Pat Mahomes se fait détruire la face, là. Ouais. Tout le monde du côté des O-line des Chiefs s'était fait battre. Ils étaient tous battus. Puis, tu sais, pour Pat Mahomes, c'est dur de se mettre en arrière de son center en single back, puis reculer, puis ensuite se retourner, puis set up pour une passe. Impossible. C'était impossible. Les joueurs étaient déjà là. C'était une game, honnêtement, là, à un sens. Puis Eagles ont jamais abandonné le running game. Ils ont même couru 25 fois avec Saquon Barkley. Puis ça les a permis de comme établir le jeu par la passe, puis montrer qu'ils avaient une variété. Le contrôle du cadran. Le contrôle du cadran. Puis surtout en deuxième demi, à un moment donné, c'était court parce qu'on veut on veut se rendre à la fin du match. C'est ça l'affaire, c'est que tu vois les Eagles dominer le temps de possession, puis toi, quand t'arrives, tu essaies seulement de faire des passes, fait c'est beaucoup de 3 and out, puis ça fatigue ta défensive. Ben oui, puis pour moi, là, c'est que c'est tough à expliquer, mais on dirait qu'Andy Reid il a été complètement out-coaché dans ce game-là. Ils n'ont jamais établi le jeu au sol. Ça, on s'en est vite rendu compte. Ouais. T'étais comme, pourquoi ils courent pas? Pourquoi ils essayent pas? Ça fait partie de leur identité du début à la fin de l'année. Oui, puis c'est parce que avec une ligne, parce qu'on s'entend, là, on va statuer, on a eu la question, tout ça, il n'y aura pas de questions cette semaine parce que toutes les questions, c'était sa game, puis on va toutes les faire là anyway. Le gros point du match, parce que moi, il y a du monde qui suivait un peu pas le football, qui était comme, comment t'expliques ça? J'explique ça comme la défaite contre les Bucks. La ligne s'est effondrée. Puis on l'a vu probablement qu'il y a des... Puis tu sais, ils ont affronté les Texans. Les Texans, ils ont du bon... Tu sais, ils mettent de la bonne pression. Puis c'était pas si pire que ça, mais ils couraient. T'obliges la pression à respecter ton jeu au sol. Là, une année, son incocus, puis ils doivent faire les joueurs des Eagles. OK, ils courent pas, là. Ouais. Fait qu'à chaque fois que le ballon snap, on peut mettre la pression. Non seulement ça, une année, t'as 17, t'as 24 points d'avance. T'es comme, hey, ma pression, pareil, touche même, il court 15 verges. Mais tu sais, même les... C'est même peu à la fin du monde. Fait que la pression rentrait comme une tonne de briques. Il y a quelqu'un qui nous a écrit là, par rapport au numéro 62, Joe Tooney. Je suis navré, mais le gars joue hors position. Ouais. Puis là, je comprends que c'est un joueur de la NFL, mais jouer tackle quand tu as joué garde toute la saison, toute ta carrière, c'est pas bon. Le contraire, c'est une chose. De passer de tackle à garde, tu sais, Michael Becton l'a fait, mais passer de garde à tackle, c'est parce que souvent, les gardes, c'est des gars qui manquent un peu d'agilité. Ouais. C'est souvent là que ça joue qui devient tackle et qui devient garde. Fait que comme tu dis, un garde trop agile, c'est pas un problème. Un tackle qui manque un peu d'agilité, ça, c'en est un. Puis du côté des Chiefs,
sais, moi, j'ai vanté le front office des Chiefs. Je suis d'accord, très bon front office. Tu sais, il y en a qui parlent comme si c'était une honte, les Chiefs. Ils viennent de perdre au Super Bowl alors qu'il y a bien des équipes. Qui se rendent même pas. Pour eux, ça, c'est une saison décevante. Ça fait Christine Reims au Super Bowl. Il y a bien des équipes qui sont très loin de rêver de ça. Ouais. Ça arrive des mauvais matchs. Là, tout est arrivé. Game 100, puis tout. Puis on s'attendait à une game serrée. En plus, il y avait des rumeurs qui disaient que dans le vestiaire des Eagles, il y avait plein de monde qui était malade. Puis tout ça. T'sais, rien n'annonçait une domination des Eagles. Mais la ligne, ça a été le problème contre les Bucks. Puis on a vu le même genre de game de Pat Mahomes. C'est qu'une année, quand t'as pas 2 secondes pour te placer pour faire tes lectures, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il se met à courir, il essaie de gagner du terrain, ça donne un peu rien. Puis il a connu un très mauvais match, Pat Mahomes, là, dans le sens où, tu sais, quand il a eu le temps de lancer, il a crissé dans les mains des Eagles, puis tout ça, où il a tiré à terre devant les pieds de ses joueurs, souvent. Mais à un moment donné, quand on s'est rendu là, il a tellement mangé de pression, il a tellement eu de passes échappées par ses receveurs que tu arrives au stade où il voyait des fantômes. Ouais. Il lançait tout croche tout. Tu sais, le monde qui essaie de rentrer ça dans le débat du GOAT, je suis d'accord que ça joue, il a pas fait le three-peat. Moi, est-ce qu'en faisant le three-peat, il était égal à Tom Brady? Pas encore. Faut que tu te rendes à 7 si tu veux être dans le débat. Je suis d'accord. Pour il moi, gagne des points legacy. Ben oui. Il ne pas à Tom Brady. Ben non, c'est ça. Faut quand même t'en gagner un peu plus. Mais est-ce que le fait qu'il y ait eu 2 interceptions, là, il y en a qui sortent des stats de Tom Brady a eu moins d'interceptions que Pat Mahomes. Hein? On s'en calisse de ça. Là. Il y a eu une game 100. Ça arrive. C'était terrible. Ouais. Mais l'année prochaine, les Chiefs vont être bons. Mais du côté du front office, faut tellement que tu bâtisses cette ligne-là. Puis c'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Au 2e tour, cette année, il a pris un tackle. Ouais, ça n'a pas marché. Mais là, le problème, j'ai hâte de voir, c'est que les Bills, pas les Bills, les Chiefs, il faut encore qu'ils bâtissent leur ligne. Ouais. Puis ils ont d'autres trous qui vont se créer tranquillement, pas vite. Versus qu'une équipe comme les Eagles, tout ce qu'ils ont drafté dans les dernières années à LND, fait qu'eux autres, ils continuent de patcher puis tout, ils n'ont pas de choix de gaspiller. Non. C'est là, les Chiefs, c'est la première année qu'on voit quelques choix gaspillés peut-être. Fait que là, ça va être de voir comment tout ça va se recoller dans le futur. Mais j'ai trouvé ça fascinant. Puis tu sais, quand tu parles du côté des Eagles, ils n'ont pas abandonné le jeu par la course. Ça couronne, il y a 57 verges, 25 courses. C'est genre en bas de 3 de moyenne. Ouais. Les 3 ici, si tu nous avais dit que ça arrivait avant, là, dans l'analyse, tu nous dis qui va gagner. By the way, on vous dit cette info-là. On aurait dit les Chiefs gagnent. Ouais. Mais c'est que il fallait qu'il continue à respecter Barkley. Il pouvait pas... Fait que ça changeait tout, puis ça ouvrait le jeu pour Hurts. Puis Hurts, mon dernier point, le plus grand mystère du monde, comment ce gars-là joue aussi bien dans un game au Super Bowl? Il y a 2 games au Super Bowl, là. C'est ses 2 meilleurs games en carrière. Ouais. Mais tu sais, c'est un gars, je pense, qui s'est joué avec la pression depuis Alabama, puis quand il a été transféré à Oklahoma. C'est un gars que tu sais, aussi... Yo, tu viens de l'école de Nick Saban. Fait que c'est un gars qui te prépare à des moments comme ça. Fait que, tu sais, Hurts, de la manière qu'il allait jouer, j'en doutais pas qu'il allait bien jouer. Moi, la seule chose que j'avais peur, c'est s'il essayait d'en faire trop. Puis, en regardant ses lectures, en jouant, en voyant que AJ était man-to-man, tu sais, il lançait quasiment à tous les fois à AJ. Puis, à un moment donné, il y a eu le pass interference, le offensive. Ouais. Au début du match. C'est un débat, là. Mais il faisait bien ses lectures. Il y a scramble quand il devait scramble. Je sais pas si c'est un débat. Moi, honnêtement, pour de vrai... On se l'est texté, là. Moi, j'ai tweeté tout de suite, les gens qui aiment chialer ses arbitres sont bien réveillés parce que ça a chialé, je m'excuse, là, il y a full extension du bras dans le masque. Ouais. Puis, de toute façon, c'est la séquence après des Chiefs. Ouais. Il y a eu une pénalité aux Chiefs qui était vraiment discutable pour le coup à la tête. Là. Ah ouais. Donc, pour moi, ça s'équivalait. En tout cas, non. Ouais, mais donc, moi, au final, ça n'a pas eu d'influence. J'étais avec un de mes amis, puis je lui ai dit, ouais, c'est une passe c'est un flag offensif pour vrai. Là. Tu vois, il descend le casque du gars. Mais ça commençait très mal la soirée. Ouais, pour les gens qui aiment chialer. Si le match était serré, c'est sûr qu'on aurait entendu parler. Puis tu sais, tu regardes la manière que Hurts a joué, c'est vraiment impressionnant. Même sa course de 60 yards ou je pense environ là toutes ces courses étaient impressionnantes. C'était très bien fait, puis c'était une belle gestion du cadran. Ouais. Puis c'est ça que on dirait que le plan de match des Eagles, c'était de laisser Patrick Mahomes sur le banc le plus longtemps possible. Ben oui, mais c'est tout le temps ça le plan contre lui, mais là, t'avais même pas besoin.
de le laisser sur le banc. Il te renvoyait le ballon puis tout. Du côté, tu sais, c'était terrible là, comme game du côté des Chiefs. Puis il y avait comme pas de réponse, mais c'est parce que quand ta ligne tient pas, il y a rien que tu peux faire. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que, tu sais, du côté défensif, je tiens à dire quand même une belle game du côté des Chiefs. Le monde va dire, ben, ils ont mangé 40 points. Contenir Saquon puis les obliger. Tu sais, c'est qu'une année, là, eux, c'était on contient Saquon, puis Hurts va faire ce qu'il a à faire. Le problème, c'est qu'Hurts a joué la game de sa vie. Chris, il était, on dirait un autre gars. Quand il arrive dans une game importante, là, asti, c'est un autre gars. Passe précise, il a même fait des passes longues. Ouais. Tu sais, des fois, il y a de la misère à se rendre à ses receveurs. Là, c'était pas un problème. Oh, mais il y a eu une coupe de passes de Jalen Hurts que tu te dis une chance que c'est un blown out. Parce que, tu sais, quand on disait faut que tu réussisses les passes à 1 contre 1, il en a fait des super belles passes. Puis il a gagné son pari au final. Ils ont gagné la game puis ils ont blow out à cause de ça. Mais il y a une coupe de passes qui ont été vraiment short, vraiment imprécises que tu te dis une chance que c'est pas une game serrée où en 3e essai tu nous droppais ça parce qu'il y aurait eu des memes sur toi de genre tu passes à divers short de ton gars. Mais étant donné les circonstances de la game et tout aussi, ça passait un peu dans le beurre. Mais règle générale, si j'avais donné une cote, pour moi, il score un AA+. C'est sûr que on peut pas blâmer la défensive de Kansas City quand ton offensive donne 14 points à et en termes de verges, je pense que c'était quoi, 14 verges à mi-temps, quelque chose de même? C'était 39, je pense. Ouais, 39. 23 total, mais parce qu'il y a les sacs. En tout cas, tout, là, mais... Ouais, mais tu sais, tu peux pas blâmer la défense des Chiefs. Ils étaient là. Ils ont fait une bonne game. Tu sais, si t'enlèves 14 points, par rapport aux 2 revirements que les Chiefs... Ben c'est ça, tu sais, il y a eu le pick 6, puis après, Mahomes, avant la demi, qui lance un pick à sa ligne de comme 10. Fait que c'est 14 points qui sont partis là, tu comprends? Fait que, tu sais, tu fais 40 moins 14, on est rendu à 26, si je me trompe pas. T'sais, la game, on parlait tout à l'heure, c'était 6 points c'était juste un touchdown que KC ont vraiment marqué contre les starters de Exact. Puis même là, il est arrivé tard parce que c'était 24-0. Hein, ben oui, puis tu sais, pour moi, dans tout ça, ça me fait weird de voir Jalen Hurts comme un gagnant de Super Bowl. On dirait que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau QB qui en a eu. Mais tu te souviens quand Joe Flacco a gagné un ouais, non, mais moi, c'est plus... ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau... C'était à Nouvelle-Orléans aussi. Ouais, shit, ouais. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux gagnants, que ça fait quasiment bizarre. Puis tu sais, j'ai vu un tableau il a rejoint un groupe select, là. Les gars qui ont battu Pat Mahomes en série. Tom Brady, Joe Burrow et maintenant Jalen Hurts. Il y a 3 QB qui ont battu Pat Mahomes en série à date. Puis Jalen Hurts fait partie du groupe, alors qu'il y a des Jackson qui ont eu souvent l'occasion. Ouais, des Allen. Des Allen, que ça, c'est pas encore arrivé. Fait que tu sais, quand le monde veut bash sur Mahomes, je comprends, vous êtes heureux, on a un nouveau champion. Puis là, le monde, c'est 0-1 GOAT, puis tout, du calme. Là. Non. Ce gars-là, il est très fort, il a vraiment une mauvaise game. La ligne, il a rien laissé faire. Mais du côté des Eagles, on tombe dans des histoires vraiment cute. Barkley. Saquon Barkley, je suis vraiment content pour lui. C'est un film. Avez-vous vu le message que sa fille a laissé avant le match? Non, j'ai pas vu. C'est un peu partout sur TikTok. C'est un peu un long message, mais juste, je sais que tu vas gagner, puis si ça arrive pas, on va tout être là. Moi, maman, tout ça, on t'aime toutes, là, on va t'aimer, on t'aime. Tu sais, en gros, elle fait juste dire qu'elle l'aime tellement, puis tous les commentaires, c'est comme, ce gars-là est riche à tellement de niveaux. Mais tu sais, sa petite famille qui voulait tellement, puis on se rappelle quand il a signé, sa fille, il avait demandé, on va-tu gagner, là? Quand il a passé d'un à l'autre. Puis finalement, ils ont gagné en tabarnak. C'est tellement une belle histoire, comme de passer à trash team à winning team en un seul clic, en un seul claquement de doigts. En un appel. En un appel. C'est une histoire merveilleuse. 2 milliards. Il a commenté, hein? C'était crazy. Il a commenté la situation Barkley. Ah oui. Il s'est fait poser la question par rapport, puis il a dit check, on n'avait pas de contrat, tout ça. Puis mon agent a réussi à faire un super beau contrat avec les Eagles. L'accolade qu'il a faite avec Howie aussi quand ils ont gagné, ça en disait long de Asti. Toi, t'as compris que oui, je valais ce prix-là, mais check ce que je te donne pour ce prix-là. Tu sais, il va tout le temps avoir des discussions sur mais il a pas rappelé Giants. Il y en a qui disent ça. Laissez pas aller au free agency. T'es un trash team
évidemment que t'es pas une destination de rêve pour le gars qui est déjà pogné avec toi depuis 6 ans, puis tout ça. Aussi, une autre histoire que, tu sais, quand même nice, puis c'est un ancien des Saints, mais voyons, Zach Bond. Yo, pick en plus. Ouais. Mais c'est pas juste ça, c'est que Zach Bond, il a vécu 4 ans. Selon lui, d'enfer avec les Saints, peut-être qu'il ne se sentait pas à sa place. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais il a déjà dit c'était tough, j'étais pas à ma place, il était pas bon. C'était pas un joueur productif du tout. Vraiment pas. Puis je pense que ça l'atteignait beaucoup. Tout, je sais pas si c'est un mismanage des Saints ou juste ça cliquait pas entre l'organisation et son style de jeu. Ça a l'air qu'il pleurait quand il arrivait chez eux puis tout. Puis un layer fou à l'histoire, c'est qu'il a gagné ce Super Bowl-là en faisant un pick dans le stade des Saints. Ouais, en plus. Tu sais, quand tu parles d'un full circle moment, de regarder en haut. Pour moi, c'est le jeu. Déjà, il était en bonne position. Là, c'était 17-0 quand il avait ce jeu-là. Mais pour moi, c'est ça qui a tué le match. Ouais. Parce que si ce drive-là, ça aurait pu être la dernière de la première demi, les Chiefs marquent un touché, on revient au vestiaire, c'est 17-7. Ou tu sais, même s'ils faisaient juste un placement, c'est 14 points d'écart, 2 possessions, tout est encore prenable. Puis là, ce pick-là, puis on s'entend, même si c'était vraiment pas une belle passe de Mahomes, je sais qu'il s'est cogné et tout, mais c'est un ballon que c'est une balle papillon là, qui est arrivée. Ouais. Puis il aurait pu l'échapper, puis ça aurait fait la différence. Puis personne n'aurait vraiment... Tu sais, ça aurait été un jeu anodin s'il l'avait échappé. Ça aurait fait comment il l'échappe, mais on passe à autre chose, puis le match aurait été différent. Puis il réussit le pick, puis ça a été... Au final, mais pour moi, les jambes des Chiefs se sont cassées. Les picks des Eagles, c'était des clear picks. C'était vraiment comme le coverage était là, puis le joueur mais était ça reste, tu sais, mettons, Cooper de Jean, c'est un corner. Blanc. Ça prend des bonnes... c'est un corner blanc. On en a 2. Lui, il est Enzo. Mais le fait qu'un linebacker pogne cette balle-là aussi, sans disons, il est agile, Zach Bond pis tout ça, je suis pas mal sûr qu'il va re-signer avec les Eagles. J'espère. Je pense qu'il serait prêt à prendre un pay cut même. Pas un pay cut, genre. Pas un pay cut, mais un. Pas un pay cut, mais tu sais. C'est ça. Il va pas, genre, changer d'équipe pour 3 millions de différence par année. Mettons, s'il se fait offrir 7 ou 10, je pense qu'à 7 millions par année, il reste avec les Eagles pis tout ça. Puis j'ai hâte de voir le contrat. Moi, je pense que les Eagles vont lui donner du terme. Puis, tu sais, peut-être de l'argent garanti. Puis que ça peut le faire signer aussi. Parce que là, eux sont comme, tu marches dans notre système, on n'est pas inquiète. Aussi, ça fait une couple d'années que ça flippe, là, le middle linebacker du côté des Eagles. Ils ont essayé une couple d'affaires. Là, il y en a un bon, c'est un leader aussi, là, tu le vois, qui mène les troupes, tout ça. Vraiment une belle histoire. Mekhi Becton, qu'on a vu brailler comme un bébé ses lignes de côté. Hey, le gars, là, le monde le jetait aux poubelles à cause de son problème de blessure avec les Jets et tout ça. Ouais. Encore Roseman, dans le sens... Asti qui est fort de... Tu pognes ce gars-là qui est tackle, tu fais OK, il se blesse souvent, mais là, il joue au MetLife, ça aide jamais de jouer dans ce stade-là, puis tout. Tu l'amènes à la position de garde, finalement, ça a été un asti de bon coup encore cette année. Tu sais, c'est des petits mots. C'est un bon running back aussi. Hey, puis on trouvait ça anodin, la signature de Mekhi Becton, mais quand tu regardes comment cette ligne-là était productive puis donnait de la place d'avoir ce gros bonhomme-là qui est un ancien choix de premier tour gros choix, élevé, le gros choix. Ouais. Évidemment que le gars, il restait du stock dans la tank, mais tu sais, ces deux gars là qui étaient un peu jetés à la poubelle, Becton puis Bond, ouais. pis ça fait la différence que ce front office-là ait spoté ces gars-là, ils aient signé. Puis tu sais, quand t'es dans cette équipe-là, là, on parle d'une situation gagnante. Les Chiefs, ça, Parson a dit cette semaine, je vais signer là à 30 ans si j'ai pas encore mon Super Bowl puis tout. Ben, depuis que ce dude-là... C'est tellement loser dire mais ça, il parlait des Chiefs. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... loser dire ça, man. Vraiment, mais les Eagles, pour moi, se positionnent comme une équipe au même niveau que les Chiefs dans si je suis un agent libre, c'est mes 2 destinations de rêve. Puis même Eagles, Philadelphie, c'est une ville un peu plus vivante et compagnie qu'ici qui se passe un peu rien. Là. Mais tu sais, t'as des équipes comme les Ravens, mettons. C'est bien beau, ils peuvent gagner à chaque année, mais ils l'ont jamais fait. Les Eagles, ils l'ont fait 2 fois dans les dernières années. Puis tout porte à croire que ça va continuer. Des signatures de même, ça te prouve que ton GM, il dort jamais au gaz. Pour moi, Howie Roseman, aucun doute, puis je pense pas que c'est pas un overstatement ce que je veux dire. En ce moment, il est dans une ligue à part. Dans le terme de GM, j'en choisis un. Pour moi, il y a aucune chance que j'aille ailleurs que Howie Roseman. Puis je suis le premier qui l'a ramassé parce qu'après leur premier Super Bowl en 2018, il avait complètement détruit son équipe. Pas direct après, mais tu sais, il avait laissé son équipe s'effondrer complètement. Puis finalement, il l'a reconstruit en
en l'espace de quelques années seulement. Il y a 2 ans, il était au Super Bowl. Là, cette année, il gagne finalement. Puis tout porte à croire que les Eagles vont être très compétitifs pour encore quelques années devant nous. Donc, non, pour moi, Howie Roseman, en ce moment, vraiment dans une classe à part, c'est vraiment un gros constructeur. Mais tu sais, je suis quand même... j'ai quand même de la peine un peu. On parlait des belles histoires, Bond puis Barkley. Mais j'ai quand même un peu de peine pour Andy Reid que tu regardes la game, t'es comme, yo, shit happens. J'avais le goût de le coller. Tu voyais quand la caméra venait sur lui, il était juste comme, on dirait qu'il était comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est de la merde pour les Chiefs, c'est que, tu sais, les Chiefs ils ont gagné le Super Bowl, puis tout, je vais pas brailler, là. Mais c'est juste que là, il y avait une occasion de faire l'histoire, puis ça réarrivera pas. Un three-peat. Dans le sens, c'est tellement rare d'en gagner un, d'en gagner 2. C'était la première fois qu'une équipe se rendait au Super Bowl après d'en avoir gagné 2 de suite. Même ça, je sais pas si ça va réarriver. Fait que pour eux, c'est ça qui est rough, c'est de se dire, nous, c'est 3 ans de travail qui nous mènent à ce game-là. C'est pas 1 an de travail. Puis ça se termine comme ça. C'est sûr que tu as une espèce de goût amer de mais honnêtement, le feeling qu'on avait des Chiefs qui surperformaient à certaines positions, ça a été ça. Pacheco puis Hunt, c'est peut-être pas la solution comme running back. Tu sais, Hunt, il jouait bien puis tout, mais sur le long terme, Pacheco, si tu vraiment ton gars. Ah, mais moi, je pense pas que le problème il est là. Puis au pire, le running back, ça se trouve. Pour moi, règle ta ligne à l'attaque. Puis on règle 100%, mais la ligne à l'attaque, là, le milieu est correct. Creed Humphrey, Tooney. Mais Tooney, il a 32, puis Smith. Si t'as un problème aux 2 tackles, t'as un problème, ça allait. 100%. Mais là, ça va être le problème, les 2 tackles, de régler ça. Mais tu sais, c'est juste drôle que ça soit arrivé de même. Puis tu sais, avec le recul, tu fais c'est-tu tant de Hopkins qu'il avait besoin? Mais moi, parce que Hopkins, c'est un nom sexy. Je voulais vous poser une question par rapport à l'avenir des Chiefs, par rapport à leur draft. Vous êtes le GM. Ouais. C'est sûr, je draft sa ligne à l'attaque. Vous priorisez quoi dans vos 3 premiers rounds? 2 gars de ligne à l'attaque. Au moins. Parce que first round, ligne à l'attaque. First round, 3e, je mets de la ligne à l'attaque. Mon premier pick, je serais même pas surpris qu'ils trade up s'ils ont un gars en particulier qui veulent sa ligne à l'attaque. Parce que on arrive à un stade où faut pas oublier. Moi, là, ce que je ferais, c'est un tackle première ronde. 3e ronde, un garde. Parce que t'as Tooney qui va falloir que tu remplaces, puis Smith va peut-être partir aux agents libres. Fait qu'anyway, tu vas en avoir besoin d'un. Leur choix de 2e ronde, cette année, il est pas mort et enterré. Là. Ça se peut qu'ils se mettent à produire. Ça arrive des gars qui sont un peu plus longs. Fait qu'il faut pas que tu vires fou non plus. Fait que moi, du moment que t'as ça de fait, mais tu sais, moi, c'est d'un move, tu sais, avant de parler du draft, tu sais, quand tu vas aller chercher D-Hop, là. Tu sais, Juju, c'est pas un nom sexy, mais il marche dans le système, là. Fait que t'avais-tu tant besoin de D-Hop ou t'aurais mieux fait d'aller trader pour un Cam Robinson qui s'est ramassé avec les Vikings? Tu sais, c'est un petit détail, mais si Humphrey, c'était ton seul move pour régler l'affaire aussi, c'est que si t'allais pas chercher D-Hop, ça faisait pas plus qu'il y avait des joueurs de ligne à l'attaque disponibles sur le marché des échanges. Puis parce que t'es allé chercher, t'avais encore les assets s'il y avait un joueur de ligne à l'attaque pour trader pour. Fait que pour moi, la transaction D-Hop est pas venue nuire aux Chiefs. Puis anyway, il y a eu des bons moments à D-Hop avec lui. Mais il y en avait des tacs semi-disponible, mais le move n'a pas été fait là, puis je serais curieux de voir... Non, mais les bons tackles, là, les équipes les échangent pas. Je comprends, mais mon concern par rapport aux Chiefs, c'est qu'ils ont 2 défaites au Super Bowl. Les 2 fois, c'est arrivé de la même façon. Fait que là, le front office, en haut, j'espère qu'ils réalisent qu'ils minimisent peut-être trop ça. Mais je pense pas qu'ils le minimisent. C'est juste qu'à un moment donné, t'es compétitif à tous les ans, puis ils ont dit, ils ont perdu 2 fois à cause de ça. Ils en ont gagné 3 aussi. Fait qu'à un moment donné, il fait pas un mauvais travail. C'est juste que il y a des ans où il faut que tu composes avec des trous dans ton groupe de receveurs. Mais là, cette année, ton trou, il était sa ligne à l'attaque. Puis c'est capital. On s'entend, ça te prend une bonne ligne à l'attaque. Mais à un moment donné, ça arrive quand tu gagnes tout le temps. Il y a des années où tu pourras pas, comme les Eagles qui patchent à tous les ans. Mais à un moment donné, il y en a un joueur qui va partir des Eagles puis vont faire, hey, on n'a pas drafté d'avance à ce place-là parce qu'on peut pas tout prévoir. Non, ça, je suis d'accord, mais tu sais, mettons, quand tu arrives au proche du deadline. Parce que là, tu vises un three-peat. On s'entend, c'est une situation unique. Ouais. Ton choix de première ronde, tu t'en calisses-tu puis tu l'envoies-tu pas à une autre équipe 100%. pour aller ramasser un meilleur tackle? Je suis d'accord, mais il y a peut-être pas d'équipe avec un bon tackle qui voulait l'échanger. Moi, ce que je pense, puis j'ai l'impression que le GM veut pas faire des moves de panique de même. Tu comprends? Qu'il voit sur le long terme, ce qui est une bonne affaire. Mais c'est ça que je voyais dans les yeux des joueurs. On dirait qu'il y avait un petit...
c'était impossible qu'on gagne ce game-là finalement. Comme contre les Bucks, c'était impossible qu'ils gagnent. Ils se faisaient manger par la ligne. Puis c'est juste ça qui est intéressant de dire, Roseman, il prévoit sur le long terme. Là, c'était-tu l'année où il fallait que les Chiefs, comme il y avait une option de repeat, probablement de faire une carrière de Travis Kelce, on va revenir là-dessus, qu'ils fassent fuck notre choix de premier tour. On veut un autre morceau sur la ligne. Moindrement, un meilleur gars pour remplacer Tooney comme garde même. Tu sais, pour essayer, mais mon questionnement, c'est surtout par rapport à... Ça fait 2 fois que ça arrive, je suis d'accord qu'il y en a 3, mais les 2 fois qu'ils l'ont perdu, c'est à cause de la ligne. Ouais. Fait que j'ai l'impression que du côté des Chiefs, il faut qu'on évalue mieux nos effectifs à cette position-là. Mais ils sont bons pour en drafter. Ouais. Mais des fois, il faut que tu évalues que dans une game serrée, ça fait une hostie de différence quand ton tackle se fait bouffer. Joe Tooney, ça faisait mal de le voir aller. Là. Ah non, c'était je saignais des yeux. Là. C'était horrible. Mais tout ça pour vous dire que je pense que l'année prochaine, les Chiefs vont avoir une très belle saison. Ben oui. Je pense qu'ils vont se rattraper. Je pense qu'ils... c'est quand même les Chiefs. Ils sont habitués de gagner. Ils ont la culture de gagnant, ils ont la culture de championship. Fait que je suis pas surpris qu'ils vont faire quasiment toutes les moves que tu dis qu'ils vont faire. Seul move, je pense qu'ils vont faire que t'as pas nommé. Je pense que le running back, ils vont l'établir pour de bon. Je pense qu'ils vont probablement faire un gros move pour aller soit chercher un running back de premier plan ou soit comme... Il y a vraiment beaucoup de running backs cette année. Tu peux attendre qu'il tombe dans les mains. Ouais, mais c'est ça. Ou drafter un running back en 2e ronde. Ou 3e. Puis vraiment faire comme, yo, toi, c'est toi qui vas avoir le 1500 yards par saison qu'on essaye d'aller chercher avec un running back. Avant d'enchaîner au spectacle de la mi-temps, j'ai une nouvelle. Breaking news qui vient de sortir. Puis on va en parler après le spectacle, mais je vais quand même l'annoncer tout de suite. C'est officiel. Kellen Moore devient l'entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans. Juste avant de tomber dans les news, puis ça, on va en parler dans les nouvelles avant le halftime show. Travis Kelce, si tu donnes. Done and gone. Dernier sujet, Super Bowl. Vas-y, Jim. On souligne Brandon Graham, histoire de film. Ouais. Il revient dernière fois qu'il joue, gagne le Super Bowl. Ouais. Il se retire. Ça aussi, c'était une belle histoire. Mais Travis Kelce. Man, je pense... On peut pas finir comme ça, là, mais Travis Kelce, c'est soit il le trade ou soit il donne sa retraite. Ces lignes de côté, là, il y avait à face, puis je textais avec du monde, puis il y avait à face d'un gars qui était comme « Ah, calice. Moi, je voulais annoncer ma retraite après ce game. » Il y avait vraiment cette air-là. Quand c'était 24-0, là, quand c'était 24-0, c'était comme, fait que là, la bague que j'ai cachée dans mes boxers, elle me sert à rien. Je pense pas qu'il allait faire sa demande, là. C'est juste le, Chris, ça change tout parce que tu veux pas finir sur cette défaite-là, ta carrière qui a tellement été belle. Mais la vérité, c'est que je pense qu'on arrive à un stade où Travis Kelce même, je mets des guillemets, dans une game où il est en forme, il y a personne qui joue comme lui. Ouais. Il y a une façon de lire puis tout ça. Ils sont rendus rares en esti, ces games-là. Puis Noah Gray, peut-être qu'il ferait un meilleur job au day-to-day. Ouais. Tu sais, en plus, on va amener ça plus loin. On sait que Travis Kelce, il y a une petite chimie avec Pat Mahomes, puis que des fois, il court pas ses tracés, puis là, ça fait des belles anecdotes de... Peut-être que Mahomes, il aimerait ça, des fois, avoir un tight end qui prend moins de liberté. Court ses tracés. Puis qui sait ce qu'il fait. Bloque. Puis que tu sais, il va être tout. Puis tu sais, ou tu sais, on parle que la ligne s'est effondrée, mais les tight ends font aussi partie de ça. Ouais. Tu sais, puis il y a une couple de jours, on a vu Travis Kelce lâcher son bloc pour aller donner une option de passe. Puis finalement, c'était pas ça le jeu à faire. Il fallait juste qu'il continue son bloc, tu sais. Fait que, est-ce qu'on est rendu au stade où, en restant, il ralentit un peu les Chiefs? Puis aussi... Puis, il y a 35 ans, c'est 6 grosses années de foot pour les Chiefs, ça, où tu te rends loin, puis tout, puis moi, je vais pas, parce que ça me gosse, ce monde qui dit s'il perd, c'est parce que son mode de vie, mais c'est vrai que le dos, tu se reposes pas. Dans l'entre-saison, un an et demi, dans l'entre-saison, il s'en va taper Smarter Than a Celebrity, il s'en va faire Muskery, qui est un rôle... tournée avec Chris, c'est un rôle au cinéma, là. J'en ai fait une couple des journées de tournage. C'est des journées de 13-14 heures. Ouais. T'arrives chez vous, t'es épuisé, là, dans le sens où, pas qu'un joueur peut pas faire ça, mais rendu à 35 ans,
c'est moins... Peut-être que si il joue une saison... 3 matchs d'extra à tous les ans en plus, là. Peut-être que le voyage en Argentine dans la semaine off, que OK, voyager, c'est du décalage horaire. T'es dans un avion, t'es rusty, tout ça, t'es jamais chez vous, t'es jamais... Peut-être qu'une année, ça se met à jouer sur la fatigue et tout ça. Puis je me dis, s'il rejoue une saison, il va peut-être falloir qu'il coupe des affaires. Mais tu peux pas couper une carrière. Tu peux pas dire, j'en aimerais pas la saison 2 de Smarter Than a Celebrity. Vous êtes les Chiefs, là. Vous allez, si c'est possible de trade Kelce, vous allez chercher quoi? Il vaut rien, Kelce. Ils n'iront pas chercher quelque chose. Ils vont le garder. Ils vont s'ils l'échangent, je pense pas que ça va arriver, mais c'est vraiment une question de déloader le salaire et tout. Puis rappelez-vous qu'au début de la saison... Il va ajuster son contrat. Je me souviens pas si c'est pendant le camp d'entraînement ou si c'est après une semaine de jeu, mais bref, début de saison, là, août-septembre, ils ont prolongé le contrat de Noah Brown. Parce qu'eux sont prêts là, à passer à éventuellement. Ils savent qu'il va falloir. Noah Gray, excuse, je mélange tout le temps la couleur. Mais. Brun, gris, ouais. Ça pogne? Ouais. Mais non, dans le cas de. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, ils ont un peu préparé le terrain au sens que Noah Gray sera jamais Travis Kelce, là, on s'entend, mais qu'eux savent qu'il faut qu'ils passent à autre chose. Ça va changer tout le scheme et tout aussi autour de Patrick Mahomes. Mais bon. Durant la semaine, dans les différentes conférences de presse ou entrevues que les joueurs font, il y a quelqu'un qui a demandé à Travis Kelce où est-ce que tu te vois. Je me souviens pas si c'était dans 3 ans ou dans 5 ans. Dans 3 ans. Dans 3 ans, bon. Puis tu sais, il avait dit j'espère que je vais encore jouer, j'ai encore beaucoup de football. Mais ça avait beaucoup l'air d'une phrase d'un gars qui fait hey, je dis ça pour que vous me calissiez passant jusqu'à la game, au sens qu'on parlera pas de retraite avant la game, là, tu sais. Ah non, puis 100% que dans 3 ans, ce gars-là joue. Ben non, impossible. C'est même pas proche. On sait qu'il veut se bâtir une famille. Si le gars joue encore dans 3 ans, Taylor Swift s'en va avec son coach de Jiu-Jitsu. Non, 100%. mais c'est surtout, il reste gros max 1 an. Moi, je pense qu'il peut la jouer. Puis il se fera pas échanger. C'est impossible que les Chiefs l'échangent. C'est un morceau de l'histoire de cette franchise-là. Puis il t'apporte du bon. Dans le sens où... C'est juste qu'il faut quasiment plus tu le traites comme un receveur qu'un tight end, dans le sens où, là, ça prend des blocs pis tout, puis j'ai hâte de voir s'il y a encore cette force-là, il y a encore cette énergie-là. C'est quand même particulier. Il avait vraiment l'air d'un gars qui voulait annoncer sa retraite puis qui a pas pu le faire. C'est sur le terrain, « Repeat, baby, I'm gone. That's it. » S'en va faire du cinéma puis tout ça. Puis bâtir une famille avec Taylor Swift, qu'elle, on le sait que sa tournée est finie. Ouais. Ils sont dans les âges, quand tu veux des enfants, tu te mets à faire ça là pas mal. Fait que là, c'est à voir ce qui va arriver. Dernier commentaire sur le outfit de Travis Kelce. C'est pas l'outfit que tu veux quand tu perds, finalement. Ces petits pantalons bruns, style, j'étais un producteur de porn des années 80. Là. C'était vraiment ça le vibe. Là. Un producteur de porno des années 70, les lunettes, tout, t'es comme fresh, mais quand tu pars, t'es comme c'est ridicule d'être triste dans des pattes d'éléphant. Halftime show, les boys. J'ai tellement hâte au draft pour voir ça. Ouais. Halftime show. Yes. C'est tout ce que je dis. Allez-y. Ah si on se fie à toutes les mononcles sur Internet, c'est pas de la vraie musique. Ils ont scrappé un char aussi. Ils ont scrappé. On salue Gilbert Delorme. Ils ont scrappé. Comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Il y a quelque chose qui est intéressant des fois dans la vie, c'est s'abstenir quand tu connais pas quelque chose. Puis la génération au-dessus de nous, c'est pas la meilleure pour faire ça. Dans le sens où Chris, il est pas au halftime show pour rien. Il y a tellement de monde qui disait des affaires. Puis beaucoup de monde qui ont dit des affaires sur le show, c'est du monde qui faisait des calls de conspiration de la NFL avec les Pat Mahomes, alors que tu sais qu'ils suivent pas le football. Ouais. Tu sais, là, ce monde-là, il y en a qui en font, mais qui suivent le foot. Je trouvais ça bien drôle. Moi, j'ai... mon point, je suis pas le plus grand fan de rap. Je connais pas full Kendrick. Mettons que je donne une note, là. C'est un 7.5 pour moi. Mais il n'y a pas de 10 vraiment dans les shows de la mi-temps parce que tu as 12 minutes, tu as un contexte, tout ça. Mes points pour, j'ai adoré la mise en scène, les symboles, Samuel L. Jackson qui est là. Surtout avec Trump dans le stade, ça donnait un autre niveau de mettre un homme noir dans le sceau de Uncle Sam. Toute cette mise en scène-là. La mise en scène qui parle beaucoup de comment être un bon noir pour les Amériques. Yeah. Puis j'ai hâte d'entendre JM là-dessus parce que tu te connais plus que moi là-dedans. Ouais. Puis même le setlist,
sais, la première tourne, il parle des injustices qu'il a vécues, il parle de toute, tu sais, de la violence qu'il a vue, puis tout ça. Puis là, t'as Uncle Sam qui revient, puis il est comme non, pas ça, puis ça, tu sais, qui est un peu. Fait que je trouvais ça. Puis là, il fait une musique plus relax avec SZA, puis il est comme voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais. Puis là, après, il arrive pour faire Non, après, l'Uncle Sam lui dit voilà, c'est ça qu'on veut. Puis là, bam, le Not Like Us qui part. arrive pour embarquer. Là, il est comme non, mais yo, t'as pas compris qu'est-ce que j'ai. Puis là, Not Like Us arrive. Tu sais, moi, en général, tu sais, le halftime show du Super Bowl, je l'ai aimé. Si je donnerais une note, je donnerais une note de 8 sur 10. La raison pour laquelle je donnerais 8 sur 10, c'est que j'ai aimé le message qu'on a passé, tu sais, avec le controller à la fin, puis le game over avec le Uncle Sam qui dit aussi quoi faire pour être un bon noir, un bon Américain, puis comme comprendre les règles du jeu. Puis, tu sais, pendant tout le long, Kendrick, dans le fond, il a juste plus mis en perspective de l'avant le dernier album qu'il a fait. Ouais. C'est ça, moi. C'est le côté où est-ce que je trouve qu'il a perdu des points. Je suis comme, yo, il y a tellement de bons hits qu'il aurait pu vraiment faire un melting pot, un medley de tous ces bons hits, puis avoir un halftime show plus hallucinant. Amener ses amis d'enfance aussi, puis venir danser avec lui pendant le halftime show, j'ai trouvé ça vraiment nice. Man, le petty move d'amener Serena Williams pour Crip Walk sur le diss track sur son ex. Ouais. C'était... Drake étant ça, je vous disais avant de rentrer. Yo, j'ai crié dans mon appart. Il y avait un autre layer à ça. Parce que à Londres, quand elle a gagné sa médaille d'or, elle a fait le Crip Walk, puis elle s'est fait ramasser. Elle s'est fait ramasser, puis ça vient à... C'est pas de même qu'on agit. Exactement. On va dire comment agir. Fait qu'il y avait un deuxième layer qui est pas juste je m'en viens distract mon ex, qui avait là, dans ce que vous aimez pas là, de maintenant, nous les je fais noirs. bien Crip Walk. Ouais, je le fais, puis rien à battre de ce que vous pensez. Puis honnêtement, je trouve en général, tu sais, il faut comprendre que j'ai aimé le commentaire que tu as dit par rapport à si tu connais pas une culture ou si tu te connais pas. Tu sais, je vais pas critiquer un concert de country. Ouais. Je serais super niaiseux de faire comme Taylor Swift, Shania Twain ou je sais pas, malheureusement je connais pas tous les chanteurs de country. C'était yo, c'était pas bon pour le halftime. Man, après ça tu vas me dire OK, mais JM, est-ce que tu comprends l'essence de son show? Je vais paraître juste imbécile de donner une opinion par rapport à quelque chose que je ne connais pas. Que tu connais pas. Tu sais, c'est exact. Puis tu sais, là, moi où tu sais, je m'abstiens un peu, ben où je donne mon commentaire, je suis pas le plus grand fan de Kendrick, mais tu sais, j'ai tout checké Halftime Show pas mal. Pour moi, la décision de Kendrick, puis je l'avais dit quand ça a été annoncé, on en avait parlé, je trouvais ça surprenant parce que d'habitude, ils vont dans le plus mainstream. Kendrick, c'est un esti de bon artiste, comprenez-moi. Cette année, il est le 13e artiste le plus streamé sur la planète. Mais Chris, c'est niaiseux, 13e artiste le plus streamé sur la planète. Généralement, dans la mi-temps du Super Bowl, on est plus proche du top 8 que du... Ouais. Puis déjà là, ça critique dans le top 8. Là. Non, on la connaît pas, elle, c'est qui elle, puis tout. Fait que là, on descendait un peu plus bas dans le mainstream. Mais c'est un esti de bon artiste, pis tout ça. Mais là, lui, en plus, volontairement, il a fait des tunes qui étaient pas ses plus populaires. Ouais. Fait que c'est là que je challenge un peu. Mais avec la mise en scène, il dit, j'ai pas le goût de faire ce que vous me dites de faire. Fait que je suis qui pour lui dire, fais pas cette tune-là? Tu sais, il l'explique dans sa mise en scène, aussi, c'est ça. Fait que ça devient épais de dire ça en même temps. Mais côté décision, ça serait juste là. Il y a aussi beaucoup de fans de Kendrick qui disent qu'ils l'ont déjà vu performer plus fort que ça. Ouais. Que c'est un meilleur performer. Puis pour moi, le Super Bowl, c'est une scène où tu vas crisser une performance. Mais il a envoyé un message, puis le but d'une œuvre d'art, c'est ça, puis il en a envoyé un. La preuve, on en parle encore sur Internet, alors qu'il y a des shows de la mi-temps que le lendemain, là, Shakira, là, on en a parlé 11 minutes, puis après, c'était fini. Elle était partie en tournée, puis les fans c'était un bon show, c'était trippant, puis tout. Ouais, mais tu sais, si Rihanna s'est fait fucking 10 pour l'effort qu'elle a mis quand elle a fait un show enceinte sur des plateformes élévatrices, on peut être simili déçu d'un Kendrick qui est habitué de crisser le feu, que là, c'était plus relax. Très statique. Mais, ben, tu sais, il se promenait, mais c'était relax quand même, c'est ça.
Mais c'est un bon show dans l'ensemble, mais il n'est pas allé pour le côté populaire. Mais on le sait que Rock Nation aussi ira pas là-dedans. Rock Nation, là, ils ont décidé de mettre leur monde de l'avant. Puis ils font bien parce que, anyway, tout le monde finit par perdre le contrat des shows de la mi-temps. Fait que toi, quand t'as le contrat, là, tu vas-tu mettre ton monde de l'avant ou tu vas essayer de pousser quelque chose de mainstream pour avoir le contrat une année de plus, puis finalement encore faire la même affaire. Let's go, man. Là, tu l'as, le deal. Mets tes artistes de l'avant. Exact. C'est eux qui étaient là quand ils ont fait le show à LA. Là, Kendrick est là encore, puis tout. Ouais. Puis tu mets ta culture de l'avant, puis tout d'un coup, puis il y a du monde qui vont se joindre à la culture. Je suis désolé, mais Kendrick, autant il est connu, mainstream ou whatever, là, Not Like Us, je suis sûr qu'il a explosé en une semaine avec les Grammys, puis ce show-là. Juste quand il arrive à la partie où est-ce qu'il doit dire A minor, le stade qui A minor, c'est... Il y avait plein de signes cachés, dont sa chaîne. Beaucoup se demandaient si c'est un signe Apple, si c'est un signe... C'est un A minuscule qui représente très bien le A minor. Puis si on tombe dans le... Il l'a fait, la toune, la façon qu'il l'a fait, de le teaser. Pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de monde se demandait s'il allait faire Not Like Us parce qu'il y a tout l'aspect de la poursuite. Puis le fait qu'il a joué avec ça, j'ai adoré. Mais oui, c'est... Mais ils veulent l'entendre, mais ils vont me poursuivre parce que ses fans étaient on the edge. Puis je vais le dire, ça avait été leaké qu'il la faisait. Ouais. Parce que sinon, ça aurait encore plus marché les teases puis de jouer avec la toune. Parce que là, comme c'était confirmé, t'es comme, on le sait que tu vas finir avec cette toune-là. Mais de faire le Say Drake, sourire à la caméra comme un bon petit diable, tout ça, t'es malade. La chorégraphie à ce moment-là, t'es bonne. Aussi, il y a un signe que vous avez... Je sais pas si vous l'avez vu, ce signe-là. Le Game Over? Plus tard, mais avant ça, ceux qui étaient dans le cercle, parce qu'il y avait un contrôleur de jeux vidéo, là, X, carré, tout ça. Ouais. Dans le cercle, c'était le bout avec SZA où ils se prêtaient au jeu d'être des bons Américains. Puis dans la dernière catégorie, tous les danseurs du cercle étaient debout et dansaient, et tous les autres étaient étendus, morts par terre. Fait que ceux qui avaient accepté de jouer le jeu avaient survécu, les autres étaient morts. C'est un autre signe. Ouais. Calissement fort. Mais c'est des signes, il faut que tu analyses tout, que si t'es Gilbert Delorme qui se lève à la radio à 5h30 le matin, ça a fâché de JM, j'ai décidé d'être de son bord. C'est rare que j'écris des commentaires pour donner mon opinion en dessous d'une vidéo, puis je l'ai faite là, quand j'ai vu le commentaire de Gilbert Delorme. Mais bref, c'est que, tu sais, moi, ça me fâche quand j'entends des gens d'une autre génération critiquer notre génération en disant que c'est pas de même que les affaires fonctionnent. Puis moi, je vais le pousser, là, tu sais, Gilbert Delorme, il est souvent à la radio, puis tout, tu y expliquerais, puis je suis sûr qu'il comprendrait. C'est pas un mauvais monsieur, c'est un monsieur... C'est un monsieur quand même voir d'esprit, c'est juste, je trouve ça drôle quand le lendemain du show, là, le running gag, c'est de c'était de la merde, c'était de la merde, c'était de la merde. Il y a eu des mauvais shows de la mi-temps, mais là, moi, je pensais qu'on était à un stade où le monde comprenait que c'était plus grand que ça. Puis il y avait des bons indices. T'as Samuel L. Jackson qui est là, tu l'as pas juste parce que tu lui as donné un bon chèque. Ouais, puis aussi, tu sais, je vais pas critiquer le halftime show de Katy Perry, là. Mais puis il y a pas la même teneur. Moi mon point, là, c'est que souvent, le halftime show, c'est fait pour divertir. Ouais. Là, on est à une époque où Trump vient de rentrer au pouvoir. C'est tôt, d'ailleurs. Ça a jamais été aussi raciste. Ça a jamais été aussi raciste que ça. T'as Kendrick qui vient au show de la mi-temps à la game où il enlève les N-racism dans le fond de la zone de but. Tout ça, ça part du climat politique qui en ce moment aux États-Unis puis au Canada. Là, on est à côté d'eux autres puis tout. Tu fais, man, le gars, tu lui donnes cette opportunité-là. Pour moi, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait sa job. Il a fait sa job. La phrase au début de Bout sur le char, là, la révolution va être télévisée, vous avez choisi le bon moment, mais the wrong guy. Cette phrase-là, j'étais genre chez nous puis j'étais comme... Oh! Puis en plus, avec le gars qui crash le party avec un drapeau de la Palestine, genre. Ah, man, c'était parfait. C'était parfait par rapport au message qu'il voulait passer. Puis quand tu sais, dans un point de vue d'artiste, dans le domaine de l'humour, on a toujours l'humoriste mainstream qui est super connu sur toutes les plateformes, qui est à la télé. Par exemple, un Pierre Hébert, genre, comme super connu. Est-ce que il y a le talent d'un Adib ou d'un Simon Leblanc qui sont plus un peu low-key, mais qui remplissent leur salle? Non. Il y a toujours cet aspect-là dans le domaine du côté point de vue artistique comme les gens veulent le mainstream pour pouvoir voir la même chose,
mais il y a toujours le underground qui est quand même un peu mainstream, mais connu des artistes dans l'industrie qui est comme, yo, ce gars-là a le talent. He's the top. Ouais. Puis... Fait que c'est un peu ça qui est arrivé, c'est que Kendrick, il est pas super mainstream. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent aux États-Unis, à travers le monde, mais mettons, c'est pas un... Je sais pas moi, c'est pas un... Ça joue pas à 3 heures à la radio. Là. Ouais, exact. Puis c'est parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de critiques, là, que c'est comme si je te montre une toile, puis tu me dis, pourquoi le fond est rouge, j'aime mieux le bleu. Ouais. OK, mais peux-tu passer outre tes goûts? Puis tu sais, mettons, quand il a fait DNA, Sit Down, Be Humble, puis tout ça, c'est tout de suite après que Uncle Sam a dit « OK, calme-toi » puis tout. Fait que là, il fait sa tune de Sit Down, Be Humble, mais la mise en scène aussi est folle. Les danseurs créent un drapeau des États-Unis qui est divisé en deux. Puis lui, il est dans le milieu. C'est un symbole fort, ça aussi. Puis c'est pas... Moi, tu sais, pour faire de l'art, là, puis on fait de l'humour, puis tout ça, puis c'est une forme d'art, réalisez-vous que ce gars-là est parti d'un whiteboard, d'un tableau vide pour en arriver à tous ces symboles-là, puis tout en 12 minutes. Une manière, c'est une grosse mise en scène, puis tout. Est-ce qu'il y a une toune qui aurait pu être différente pour placer un gros hit de plus? Je pense que si ça avait été le cas, il aurait monté à 18.5 puis tout ça dans les notes. Mais ultimement, le monde qui n'a pas aimé ça, il n'aurait pas aimé ça s'il avait joué du banjo avec sa graine. Puis aussi, il faut comprendre que Kendrick, la raison pour laquelle il a choisi cette voiture-là pour son album, puis pour le spectacle aussi, c'est là-dedans qu'il a failli mourir. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plein de gens qui connaissent pas l'histoire derrière le halftime show, qui vont juste parler. Puis moi, quand tu parles puis que tu connais pas la base de l'histoire, ça m'énerve. C'est comme, tu sais, n'importe quelle personne qui n'est pas fan de football américain qui vient critiquer la game puis dire que c'était plate, on n'a pas vu assez Taylor Swift, on n'a pas vu assez Patrick Mahomes, il n'y a pas eu des jeux explosifs en offensive, comme c'était pas un bon match, mais c'est parce que c'est... Non, mais dans le sens de comme... Pour critiquer pour les mauvaises raisons. C'est la seule game que tu regardes. Ouais, de l'année. Quand le monde nous obstinait sur le corps des arbitres, tu l'attrapais, puis qu'ils t'expliquent mal la règle, puis là, tu leur expliques la règle, puis ils continuent de t'obstiner, puis tu fais « D'où, c'est pas moi qui fais les règles. Ouais. Je t'explique que là, la NFL, c'est ça la règle. Calisse-moi patience avec ce don ben épais. » Fait que c'est un peu ça. Puis moi, mettons... Tu sais, je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a des artistes plus mainstream qui auraient donné un show qui aurait plus fait l'unanimité. Mais moi, du moment que c'est ça, je m'assois devant le halftime puis je suis comme let's go. Puis lui, pour moi, ça va être dans la liste d'un halftime qui marque le monde pour le message qu'il a envoyé, pas pour la perfo, mais le message qu'il a envoyé, c'était A1 versus un Bruno Mars. Il n'a envoyé aucun message, mais on check la perfo puis on fait tabarnak, ça fait 12 minutes qu'il saute partout puis il n'est pas essoufflé. C'est deux affaires, comme tu l'as mis en perspective avec, mettons, un Simon Leblanc. Puis je suis fan de Bruno Mars, là. Je suis un die-hard fan de Bruno Mars. C'est juste que le monde a décidé que ça devrait tout le temps être un show qui est c'est spectaculaire, ça explose pis tout. Je suis d'accord, là, c'est le fun, les grosses affaires spectaculaires, mais ça reste que t'as 12 minutes pis tout. Moi, personnellement, là, d'un show qui m'ont plus fâché, Usher, il disait fuck all. Là. Usher, c'était juste un artiste qui ont soufflé dessus pour enlever la poussière puis l'envoyer faire Usher, on un s'entend show. aussi. Tantôt, tu parlais d'être top 10, top 12. Usher était même plus dans le décor. C'est ça. Justin Timberlake, quand il l'a fait avec ses nouvelles tunes de son nouvel album qui n'était pas encore sorti, ça, j'étais comme oh mon hostie, ça, c'est une prise d'otage. Là. T'es là à nous vendre ton prochain album. Kendrick a quand même fait des hits, puis le message pour la mise en scène qu'il a fait, ça prouve qu'il a pas botché. Là. Non, c'était vraiment bon. Messieurs, enchaînons, passons à autre chose, parce que je suis tanné là, de parler de diversité. Pis de... Non. Ah, mais d'ailleurs, j'ai vu le meilleur tweet. Là, il y a une madame qui a écrit... où est la diversité? Elle a écrit moins 1 sur 10, où est la diversité? T'es comme... Ben, il faut préciser que c'est une madame blanche là, qui a marqué... Ah oui, 100%. Là. Oui. En tout cas, bref. OK, mais attends. On vous salue, madame. Vite. Ouais. Vous pensez que Drake était où pendant Il était en Australie. Il s'est booké une tournée en Australie, puis moi, je pense pas que c'est un hasard. Ce gars-là, il a fait je veux même pas être dans un fuseau horaire où on va m'en parler. Les fans de Drake mettent le... Tu sais, ils font beaucoup de montage, là. Ils mettent le concert de Drake, l'ambiance qu'il y avait, comme les gens sont en train de sauter. Ah ouais, hein? Ouais, à comparer à le Super Bowl de Kendrick, où est-ce que dans les estrades, en moyenne, le billet coûte 8 000 à 12 000 $, où est-ce que c'est des personnes quand même assez aisées qui ont acheté ce billet-là, qui ne connaissent pas Drake
à 100%. Ils font une comparaison de même, mais comme ça fait aucun sens. Non, mais il y a eu des comparaisons toute la semaine du nombre de Billboard Awards versus un nombre de mais tu sais, Drake, c'est pas un mauvais rapper, mais il a starté un beef. C'est lui qui l'a starté, le beef. c'est lui qui l'a commencé. Puis Kendrick a genre dit, yo, on n'est pas comparable, toi puis moi. Puis là, Drake a fait, quoi? On n'est pas dans la même catégorie? Puis là, il s'est mis à se fâcher comme un petit gars de même. Puis Kendrick a juste fait, OK, tasse-toi. Mais autant c'est de la faute à Drake que par le beef. J'étais rendu à un stade où je me sentais quand même mal pour lui. Non. Il s'est tellement fait 10 puis ramasser que j'étais comme, man. Et une manette, t'es comme, OK, arrête de l'achever, là. Ça fait déjà 2 fois que tu le tues. C'est ça aussi à fréquenter Drake. Fait qu'il y a 2 ex de Drake qui dansaient. C'était hallucinant. Je dis, quand j'ai vu Serena en train de crip walk, j'ai fait, yo, my Mais tu sais aussi, dans une de ces toutes, puis je suis vraiment pas... tu sais, j'ai pas tant suivi au détail puis au lyric près le beef dans son ensemble. Là. Mais à un moment donné, parce que Kendrick Lamar, genre, s'identifiait comme un top 3 rapper. Ouais, c'est ça Drake, dedans, disait genre non, genre SZA est devant toi, puis plein d'affaires de même. Mais SZA est venu être, pas l'assistant, mais tu sais, être le background show de Kendrick dans le show, voulant dire de je suis de son bord dans le beef, mais aussi au sens que Chris, il est le main event devant moi dans ce show-là. Tu sais, ça vraiment... Drake est vraiment décédé en dedans. C'est ça. C'est sûr. Mais tu sais, on enlève... Tu sais, il va ressortir des albums pis tout. Mais moi, Drake, je me sortirais du beef rap. C'est plus une pop star pour moi qu'un rapper. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, ces grosses tunes, c'est pas des tunes de rap. Non. C'est des one dance pis des affaires de même. Fait que ça me fait juste rire qu'il rentre dans des beefs de rap parce qu'en tant que rapper, pour moi, il est pas bon. Ben, il est pas bon. Dans l'élite, mais côté genre producteur de bons tubes radio puis tout, il est bon dans le sens. C'est une machine à faire des hits. Pop, R&B et pop un peu, mais il est pas dans le rap. Il va faire des beats, il va faire des hits R&B, hip-hop, un peu de tout parce qu'il est bien entouré. Exact. Non, mais il fait des hits, puis c'est correct, puis c'est ça son affaire, puis je comprends qu'il gagne des Billboard Awards puis des affaires dans le même, mais quand il rentre dans du, tu sais, la batteur rap, tu vois Kendrick écrire les lyrics souvent d'une main puis le détruire. Ma batte de retourner dans ça, mais on le voit souvent là avec nos vedettes humoristes que ils ont pas connu l'ère du comedy club, puis quand ils reviennent dans un comedy club, ils se font ramasser par le public qui font juste faire comme... Pendant 3 minutes, le public est comme stun de voir une vedette, puis après, dès que t'embarques dans ton matériel, ils sont comme, Ouais, c'est fucked puis up. après, t'as un Tommy Néron qui passe après cette vedette-là ou whatever, qui ramasse tout le public, qui récolte des applaudissements, des rires. Puis ça m'arrive jamais. Quand tu vas avec un public averti, faut que ton matériel soit non, ça m'arrive jamais. Le monde, souvent, je suis sur scène puis ils sont comme, pourquoi ils pleurent? Non, mais... pourquoi il y a un genre de piste sur ces Non, mais puis j'ai parlé à des vieux de la vieille, justement, côté un peu humour, puis des fois, ils me demandent, comment t'écris? Je suis comme, bullet point, j'écris beaucoup sur scène, puis ils sont comme... Souvent, ils me regardent comme si je n'étais pas travaillant, mais toute notre génération, on écrit de même. On écrit tout de même. Puis souvent, c'est là qu'il y a le plus d'originalité. Mes meilleurs jokes sont sortis sur scène, là, je savais même pas que ça s'en venait. Puis t'es comme, j'aurais jamais pondu ça devant mon laptop. Mais t'en notes-tu après? Oui, c'est ça. Parce que c'est un mélange d'impro et d'écriture. Mais le côté impro, c'est ce qui met ta saveur à toi. Comment toi, tu parles dans la vie? Moi, quand je suis devant mon ordi, j'écris pas comme un gars du lac. Là. Non. Pensez-vous que j'écris yang puis tout ça, ça s'écrit pas en français. Fait qu'il faut que je le dise avec ma gueule. Puis même mes chroniques radio, je pense à une joke, je la dis chez nous, ça sonne pas comme moi. Puis une moment je pogne le bon parler puis je l'écris. Fait que tu sais, le monde qui écrive des 8 minutes en stand-up devant leur ordi, je sais pas comment ils font, mais il y en a qui pensent que c'est ça, mettons, la seule façon. Ouais, c'est ça. Mais la nouvelle génération, justement, ça a changé. C'était un petit volet humour. Oui, c'est ça, j'allais dire. On sort un peu des on a le temps aujourd'hui. Là. Oh my God. Mais ça se fait déjà un bout de contour. On passe aux informations. Les boys, ça conclut notre segment Super Bowl. C'est notre dernière analyse de match de l'année. Donc, merci. La fin pour Aaron Rodgers, ça a été confirmé au cours du week-end, samedi, si je me trompe pas, ou peut-être dimanche avant le match, peu importe, au courant du week-end, que c'était bel et bien la fin pour Aaron Rodgers avec les Jets. Depuis quelques semaines, ça se titillait à savoir peut-être qu'il va finalement revenir pour une autre saison avec les Jets. C'est pas fini
qu'il va peut-être rester dans la NFL. Je pense pas personnellement. Non plus. Moi, honnêtement, cette nouvelle-là, je l'ai pas accueillie comme un choc parce que personnellement, je voyais vraiment pas pourquoi il reviendrait. Je comprendrais que l'organisation, peut-être Aaron Glenn rentre puis fait comme « Hey, on va juste checker nos options avant, juste pas dire quelque chose puis le regretter par la suite. » Mais pour moi, c'était clair qu'Aaron Rodgers allait pas revenir avec 100%. C'était clair à un certain niveau. Moi, quand il y a eu des rumeurs qui commençaient à se parler puis tout, là, j'étais comme « Hey, ça peut vraiment être le genre de... » Mais pour vrai, c'est un MVP. Tu sais, là, c'est parce que t'essayes de passer à un autre chapitre chez les Jets. Tu peux pas tourner la page puis garder un. J'aurais pas compris pourquoi le front office en haut fait ça. Oui. Mais j'aurais compris pourquoi le coach peut faire. Ben, ça reste un MVP. Puis tout. Puis là, tu checkes tes potentielles prochaines options. Puis ouais, ça, on s'entend. Mais c'est parce que pour l'organisation en haut, il faut que tu passes à autre chose, même si c'est pour pire. Dans le sens, fais juste passer à autre chose. Là, le chunk va être passé, le salaire va passer. Ouais. Puis avance vers autre chose qui n'est pas un monsieur qui a trop d'opinions pour vivre à New York. Moi, apparemment, je suis les Jets, je suis content de la décision qu'on a prise de move on. Il y a 2 choses que je fais. Ils ont déjà fait un. L'autre, c'est banal, là, mais je change le turf de mon stade parce que je sais que je vais drafter probablement un QB, puis je veux qu'il soit en santé, je veux réduire les chances qu'il se blesse. Puis c'est quelque chose de bien qui... Je pense pas que ça va être un QB cette année, mais... Je pense pas non plus. Ça fait des années qu'on dit ça, puis ça fait des années qu'il ne change pas, puis c'est une aberration parce que c'est le plus gros stade de la NFL, le MetLife. Fait que c'est pas une... Tu sais, on s'entend que ça coûte plus cher. Dallas, c'est plus gros. OK, à Star, parce que pendant longtemps, c'était le MetLife. Mais parce qu'il y a les stand-up seats. Les stand-up seats sont pas considérés comme des sièges. Parce que c'est le plus gros stade. Parce que on parle... Je pensais que c'était Atlanta. Non, je pense pas. Non, je pense qu'il n'y a même pas top 5. C'est un beau stade, pareil. C'est un beau stade neuf, mais le plus gros, le plus de bancs, c'est là Dallas puis le MetLife. Mais le MetLife, on dit que la pelouse, c'est tough à entretenir. Il n'y a pas de toit. Fait que, tu sais, c'est pas genre, tu sais, les Raiders, il faut qu'ils sortent leur pelouse puis qu'ils arrangent. Là, c'est juste genre couper la pelouse et compagnie, l'entretien. C'est aussi qu'au mois de janvier, le terrain de. Mais tu sais, à Green Bay, ils jouent sur du naturel, puis à Philadelphie aussi. Là, puis on s'entend que ta pelouse, elle fond pas pendant l'hiver. Là. Quand la neige arrive et s'en va, ben ta pelouse est encore là, faut que tu la traites, puis tout. Mais t'as le plus gros stade, fait que c'est pas une question de revenus. Anyway, avec les droits télé, t'as assez de cash, puis t'as 2 formations qui s'occupent de payer ce stade-là. T'es Jets et Giants, ça fait aucun sens que ça soit encore du turf. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Pour en revenir à Aaron Rodgers, bonne décision, puis à un moment donné, même, c'est temps de move on. La seule chose que j'aurais aimé des propriétaires des Jets puis du management des Jets, c'est un peu comme qu'est-ce que... désolé de venir au hockey, là, mais c'est un peu qu'est-ce que Rangers ont fait avec leurs fans quand ils ont fait la lettre de comme « Yo, guys, on passe à autre chose. Ça va être une longue reconstruction. Soyez patients, mais on va avoir une bonne équipe. » Mais là, ce qui est tough, c'est que t'es en 2 parce que t'as une clause de repêchage incroyable. C'est ça la question. Tu fais quoi avec les Brees Hall, les Sauce puis les Garrett Wilson? Ouais, 100%, mais tu sais... C'est ça le problème, c'est que ces gars-là sont dans le pic. Fait qu'eux veulent pas être en reconstruction. Fait que tu vas les perdre si tu rebuild. C'est ça qui risque d'arriver, mais tu sais, à la fin de la journée, je pense que comme il faut qu'ils arrêtent de faire comme si que tout va bien avec les Jets, puis qu'ils réalisent que comme, yo, on a besoin d'un joueur d'impact, d'un vrai carrière, puis quelqu'un qui va nous lead à un AFC Championship. Si t'as à reconstruire les 2 prochaines années de draft, c'est les bonnes années. Live, en ce moment, oui, c'est les bonnes années. Cette année est bonne, mais les 2 prochaines années. Ouais, c'est ça. Genre Archie Manning et compagnie, là. Ouais. Ça, là, c'est des années qui vont être jam-pack, que si tu peux cumuler des choix, c'est l'idéal. Absolument. Puis en plus, t'as les joueurs jeunes dans ton équipe que il y a plein d'options que tu peux faire avec ces jeunes-là. Soit les échanger pour aller prendre des choix, soit les signer ou les faire voir que comme, yo, regarde, les 2 prochaines années, les 3 prochaines années vont être dans ton pic, on va avoir une équipe de feu, là. Exactement. Fait comme, let's go, tu sais. Avant de passer à Kellen Moore, je veux qu'on passe sur Deebo Samuel, qui a demandé une transaction aux 49ers. Je pense pas que ce soit une grande surprise. Il a probablement été le joueur
comment dire, le plus décevant de l'année ou peut-être la plus grosse régression là, pour un joueur cette année. Deebo Samuel, il a été absolument pathétique avec les 49ers. Bien entouré, il y avait des grosses attentes pour cette équipe-là. Puis lui, parmi d'autres, mais lui notamment, n'a pas livré la marchandise. Il a demandé à être transigé. Je vois toutes sortes de mock trades complètement ridicules sur Internet depuis une semaine. Ben non seulement il vaut pas tant, mais tu sais, les gens, ils vont l'échanger contre Cooper Kupp. Ça sert à quoi? Pourquoi? Si c'était les 49ers, j'aimerais honnêtement mieux parier sur Deebo va rebondir que le vieux Cooper Kupp qui va redevenir un receveur. Dans le mock trade, il faut que tu comprennes. Là. Je dis dessus, mais je parle aux spectateurs. Là. Je comprends. La valeur d'un gars de 29 en montant qui a un gros crise de contrat. Qui a un gros contrat en plus. Au football, dans tous les sports, tu peux pas dissocier le joueur de son contrat. Mais au football, c'est encore plus gros que ça. Genre, des fois, un joueur vaut rien avec son contrat, mais ses agents libres, toutes les équipes se garochent dessus. Il y a beaucoup d'affaires à calculer. Le dead money, l'argent garanti, puis tout ça, ça joue beaucoup au foot. Moi, là, je trouve que Deebo, c'est comme un gars qui trompe sa blonde qui demande de prendre un break. Là. C'est comme, je veux qu'on m'échange. Mais évidemment qu'on veut t'échanger. Tu sais, dans le sens... Je comprends pas comment il se perçoit, ce gars-là. Moi, je pense Il y a eu 2 grosses saisons. Ouais. C'était correct, 2 grosses saisons, correct. Je pense que, tu sais, pour revenir à Deebo Samuel, là, il faut que tu réalises que comment je pourrais vous dire ça bien pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes à quel point que Deebo Samuel m'énerve. Il faut que Deebo Samuel se dise, est-ce que 49ers ont tout fait pour qu'il gagne? Moi, selon moi, oui. Ils ont signé Ayuk pour lui donner plus d'options d'être libre quand il va avoir des jeux de passe. Ils ont Kittle, ils ont McCaffrey. Cette année, là, mais... Ils ont McCaffrey, ils ont Kittle, ils ont Ayuk. Ils ont une bonne ligne à l'attaque, ils ont une bonne défensive. Fait que tout ça, là, il est dans un bon environnement pour exceller. Après ça, là, maintenant, tu calcules, il vient dans le training camp overweight. Il est blessé. Il attire beaucoup sur les médias. Puis en plus, il se chamaille avec les gars dans la chambre. Puis il a échappé des ballons. Il échappe des ballons. Puis comme, tu sais, à un moment donné, il faut que tu réalises que, tu veux être échangé? Parfait. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour te mettre dans un bon environnement. Mais c'est pas vrai qu'on va attendre que toi, tu nous offres des équipes où est-ce qu'on... Parce que c'est ça aussi qu'il demande. Il demande à sélectionner où est-ce qu'il veut. Il veut parler à des équipes pour essayer de stimuler une transaction. Moi, je serais le 49ers, j'aurais fait comme, non. On va prendre l'avantage de ce trade-là, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut sortir de ce trade. Je pense que la raison qu'ils lui font parler avec d'autres équipes, c'est qu'il va falloir qu'il rafistole son contrat pour être échangé. Parce qu'en ce moment, s'il se fait échanger, il y a tellement de dead money. Je pense que les 49ers peuvent même pas littéralement l'échanger avec l'équipe qu'ils ont, puis la charte de salaire qu'ils ont. Puis je pense que Deebo Samuel doit juste comme se regarder dans le miroir, puis juste faire comme, ils ont tout fait en même temps aussi pour que je reste dans cette équipe et que je sois une meilleure... C'est la bonne vieille scène de Moneyball quand Brad Pitt dit au joueur qui fait son show, là, tu me payes tant de millions pour jouer pour ton équipe. Puis il est comme, les Yankees te payent tant d'argent pour jouer contre eux. Ben, Deebo, il arrive dans ce layer-là de t'es un joueur que les Niners veulent se débarrasser. La valeur est plus à la baisse. Puis aussi, on est à une année où il va y avoir des agents libres, receveurs intéressants. Fait que pour une équipe, c'est touché d'aller chercher le contrat de Deebo parce que t'es comme, je vais attendre aux agents libres de voir ce qui se passe avant. T. Higgins, il va faire sauter la banque. Parce qu'il ne te coûte rien à part du cash. Puis il y a d'autres receveurs de même que ça va faire ça, qui sont plus jeunes, plus intéressants. Un Deebo, là, les chances qu'il rebondisse sont genre de quoi? 10% peut-être? C'est un joueur qui connaît une grosse débarque. D'habitude, je te parle pas d'une blessure. Tu sais, t'es blessé un an, tu peux rebondir après. Un joueur dont juste les performances drop, c'est rare qu'il redevient. Tu sais, il peut avoir une année meilleure que celle qu'il vient d'avoir.
Mais de revenir dans l'élite, surtout que c'est pas comme si c'était un gars qui t'avait droppé 5 saisons de suite de 1000 verges ou de quoi que ce soit. Parenthèse avant de passer à Kellen Moore, la scène dont tu parles là, dans Moneyball, David Justice, le joueur en question, depuis la sortie du film, je pense qu'à chaque entrevue qu'il fait, il insiste pour dire ça, là, c'est jamais arrivé. Ce moment-là, là, avec les Aces en 2003, si je me trompe pas, ou 2002, peu importe, il dit... Tu sais, ça a été fait pour le cinéma. Ça, je trouve ça niaiseux un peu des fois quand là, c'est vraiment une parenthèse, mais quand les joueurs arrivent, il y a un film de sport qui relate une histoire, puis ils font comme, hey, telle affaire, telle phrase, c'est pas de même, j'ai dit ça, puis c'est comme, c'est un film. C'est inspiré de votre histoire. C'est un film, puis si l'autre d'autre dit que c'est arrivé, là, qui concorde. Non, exact. Non, mais personne dit que c'est arrivé, en fait. Ça a vraiment été fait pour romancer le film, mais au sens que, comme, c'est parce qu'à un moment donné, le film, il a besoin d'un purpose, le film. Ben non, mais c'est pas juste ça. Oui, puis comment tu traces la ligne d'un personnage en 3 minutes? Ils sont pas pour dire... Ils vont pas faire une scène de 12 minutes où tous les moments où David Justice avait un peu l'air d'un trou de cul ou d'être au-dessus de la masse, puis de m'amener, le gars, il dit ça. Comment on peut résumer ça en une discussion? Exact. Il dit 2 phrases vraiment de trou de cul, l'autre le casse, c'est réglé en 2 minutes. Exact. Et c'est hilarant, ça qui est comme, c'est pas arrivé. C'est pas de même, ça s'est passé. J'étais un mentor dès le début. Mais il y a beaucoup de... J'avais vu à Magné pour... quand il y a eu les 20 ans, dans le fond, de cette édition-là des Aces, fait qu'il y a vraiment pas longtemps, là, en 2022 ou 2023, il y a eu comme une réunion des gars, puis il y avait des entrevues, justement, puis ils se faisaient parler du film, que le film avait quand même déjà 10 ans, là, à ce moment-là. Puis il y a beaucoup de monde qui était comme, règle générale, c'était vrai, mais tu sais, telle affaire, c'est pas exactement de même, ça s'est passé. Puis c'est comme, on s'en fout. S'il voulait faire, il aurait fait un documentaire s'il voulait faire ça. Exactement tout ce qui est arrivé. Hey, les gars, on comprend. C'est juste que nous, on voulait une solide performance. Oui. De Brad Pitt. On s'en calisse ça un peu. On s'en calisse. Les mini-détails que vous êtes comme, le Gatorade était même pas bleu. Il était jaune, d'ailleurs, pour ceux qui se le demandent. Jaune lime. Jaune lime, exact. Trouvez-vous qu'ils l'ont droppé de bonne heure? Avec la game. Avec la game, j'avoue que t'es sec à la fin. Je pense qu'ils l'ont droppé à genre 2 minutes 50. Parce que d'habitude, tu le fais au moment où les équipes... Je pense qu'il y avait des photographes déçus que ça ait été fait pendant la game, parce que souvent, t'attends au moment quasiment où ils peuvent aller semer pis tout ça, ou que ça s'en vient. Là, je pense pas que les photographes étaient prêts. Oh my God. On n'aura pas de belle shot par en dessous de la shot de Gatorade. OK, les boys, on va donner la parole à Tommy pour initier le prochain sujet de conversation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est officiel maintenant. Kellen Moore est nommé entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans. Réaction. Personne veut venir coacher, hein? Allez chier, Carlis. Fait des semaines, je vous entends dire que mon équipe est de la merde. C'est peut-être vrai, mais on a un coach. Je sais pas quoi en penser, parce que là, c'est sorti où ce qu'on avait offert le poste à Joe Brady puis Cliff Kingsbury, puis ils ont genre fait « Non, merci ». Mais Kellen Moore, je trouve que c'est un bon choix dans les circonstances. Si tu me dis Aaron Glenn ou Kellen Moore, je pense que je préfère Kellen Moore. Ah ouais, OK. C'est un brain offense. Moi, je vous ai dit... Mais t'as toujours été fan de offensive. Moi, en début de saison, j'ai dit je veux un jeune coach, brain offensif, qu'il peut peut-être virer à la barque. C'est le cas avec Kellen Moore. Est-ce que ça va arriver? À voir. Mais dans les deux cas, si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, on va être mauvais, puis on draft, puis tout ça. Moi, ce qui m'énerverait, c'est qu'on prenne une décision genre Mike McCarthy, que là, il va te donner un beau 8 victoires là, pour s'assurer que tu draftes mal, mais que tu n'améliores pas ta situation. Pour que tu finisses genre 17e. Exact. Fait que là, avec Kellen Moore, soit on voit vraiment une amélioration dans le scheme offensif, puis tout ça, puis on fait il y a quand même, on a quand même Olave qui peut marcher, on a quand même une couple de gars à la ligne offensive qui font du sens. T'sais, on a Eric McCoy, je pense, comme centre. Honnêtement, on a Fuaga. Je pense que vous avez une très bonne offensive. Puis avec Moore, je pense que vous allez avoir une des meilleures offensives dans la ligue. Parce que vous avez pas des nobody dans votre offensive. Dans l'histoire des Saints, on a manqué quelques choix de draft, mais c'était surtout en défense, puis ça commence à dater. Dans les dernières années, on a réussi des pas pires drafts. Ça peut encore s'améliorer, mais quand tu as un mauvais coach qui veut les mauvais gars pour son scheme, ça aide pas. C'est à voir. Il y a beaucoup de monde qui disent pourquoi il signerait avec une équipe qui a un QB wash-up vieux pis tout. Je pense pas que le starter ça va être Derek Carr, tout le monde.
tout ce qu'on entend, c'est que c'est Rattler notre starter à la saison prochaine, dans la même ordre d'idée. Ben là, on s'entend que maintenant que tu as un coach, tu vas pouvoir avoir une idée un peu plus claire par rapport à ça aussi. Là. Ben oui, mais est-ce que tu penses qu'il a plus signé avec les Saints pour Rattler ou pour Carr? Je pense qu'il a signé avec les Saints pour le gars qu'ils vont drafter ultérieurement. Je pense pas qu'à long terme... Mais pour cette année, si tu as de quoi tester, c'est que moi, ça revient au même layer. Test donc Rattler. Oui, s'il y a de la petite piste l'année prochaine, on move on. Ouais. S'il n'y a pas de la petite piste, on a un problème de régler. Pour moi, c'est ça cette année, les Saints. Le bois mort comme Carr et tout, qu'on sait qu'anyway, ça sera pas là dans 1 an et demi. Pourquoi on continuerait de faire jouer ça alors que c'est ça que Dennis Allen faisait et tout ça? Là, on va arriver à un stade où on peut vraiment essayer des affaires. Du côté de Kellen Moore, c'est un gars qui s'est promené dans la NFL dans les dernières années. Ouais. Puis qui voulait son poste d'entraîneur-chef, qui se l'est pas fait donner facilement. Là. Il y a des gars qui l'ont eu plus facile que Kellen Moore, dans le sens... Chris Liam Cohen, une année comme cordeau offensif, qu'il a eu une bonne saison, puis il se fait dérouler le tapis, puis tout ça. Vous, être Kellen Moore, est-ce que vous auriez pris à la job? Je me pose la question pour des non-fans des Saints. Oui, parce qu'il y a tellement de gars à travers le temps qu'on a dit ils sont des KA+, ils peuvent se permettre. Tu sais, Ben Johnson a pris le risque d'attendre 1, puis on peut même dire 2 ans de plus, mais ça aurait pu se revirer contre lui. Puis je regarde un Bobby Slowick, qu'il y a 1 an, on se disait... Il va passer les entrevues, il va devenir head coach. Si c'est pas cette année, ça sera l'an prochain et tout. Finalement, la saison de cette année finit, puis c'était un peu surprenant, mais quand même, il s'est fait sacrer dehors. Puis il y a une couple d'années, même affaire avec Byron Leftwich, c'était fait offrir la job d'entraîneur-chef des Jags, l'a pas pris pour rester coordinateur à l'attaque des Bucs, perdu sa job à mi-saison l'année d'après, on l'a jamais revu. Fait que je pense que si t'es Kellen Moore, l'opportunité elle passera pas 1000 fois. C'est sûr qu'à moins que tu fasses vraiment une job complètement horrible, au-delà des résultats, là, vraiment comme personne dans le building, tu perdras pas ta job l'an prochain parce qu'il y a pas d'attente pour les Saints. Donc, non, moi, je l'aurais pris l'opportunité. Ouais, puis du côté de Kellen Moore, il y a une couple d'années qui attend sa chance. Tu sais, il était avec les Cowboys une couple d'années où ça a comme... Les dernières années que ça allait bien, c'est lui qui était là. Ouais. Après ça, il est allé aux Chargers un an. Excuse, mais il a été scapegoat avec les Cowboys. On l'a mis dehors en disant que c'était de sa faute que les Cowboys perdaient, alors qu'il faisait, somme toute, du bon travail, puis qu'il y a d'autres choses qui sont venues miner les saisons des Cowboys. Là, il était avec les Chargers. Il a été emporté dans la vague quand Staley s'est fait sortir. D'ailleurs, Staley est un candidat pour être coordinateur défensif. Ouais, je sais, mais cordeau défensif, il est bon, Staley. C'est head coach que je veux pas. Non, jamais. C'est comme un Dennis Allen pis tout. Fait que si, tu sais, il était cordeau défensif des Rams en 2020, l'année qu'il avait une grosse def pis tout. Puis là, après ça, il s'est ramassé avec les Eagles. C'est que lui, là, dans les dernières années, genre, je comprends pourquoi il a pris la job. Hey man, ça fait des années que t'es comme... Ah, il y en a qui disent que j'étais un candidat pour être head coach. Je me fais crisser dehors par les Cowboys. T'arrives 1 an avec les Chargers, tu te fais crisser dehors. Ça fait comme 2 ans qu'il est dans une coupure un peu sans raison. Là, il arrive avec les Eagles. Ça va gagner le Super Bowl à une première année comme cordeau. C'est quand même un tour de maître. Puis on se rappelle, là, l'année passée, les cordeaux se sont fait renvoyer en mode ça prend du monde pour faire rouler cette équipe-là. Il a fait rouler cette équipe-là de belle façon toute l'année avec un Hurts il y a une bonne game comme au Super Bowl, mais des fois, il n'est pas capable de faire des lectures. Moindrement que Spencer Rattler est capable de faire des lectures un peu, ça se peut que ça aide Kellen Moore aussi. Puis là, il a enfin une occasion de leader à barque. Fait que, tu sais, justement, le monde, moi, je comprends pas pourquoi tu accepterais ce job-là, puis tout. Puis je comprends pourquoi Kingsbury, lui, a dit non. Parce que lui, il a déjà été head coach. Ouais. Fait qu'il sait que sa prochaine fois, il faut que ça soit une bonne fois. Versus un Joe Brady, mettons, je suis comme, t'aurais aussi pu prendre la job, puis tu prends de l'expérience, puis tout. Les chances que ta première job soit ta dernière sont rares en esti en tant qu'head coach. Kellen Moore, on verra ce que ça donne, mais je trouve que dans les circonstances pour les Saints, c'est une belle embauche. Mon GM? Moi, je pense qu'il a bien fait de prendre la gig. Honnêtement, tu sais, moi, je suis fan quand même de l'offensive des Saints. Tu regardes des gars comme qui sont jeunes aussi, surtout Olave, Shahid, Tyson Hill un peu moins. 34. Hein? Il y a 34. Ouais, un peu moins. Fait que, après ça, tu regardes Kamara.
je trouve qu'il y a des belles pièces offensives pour avancer avec cette équipe-là. Il n'y a pas la pression par rapport au QB parce qu'il peut starter, mettons, l'année avec Rattler, puis faire comme, OK, il fait des erreurs un peu bêtes. J'ai un backup aussi qui est Derek Carr pour le supporter si jamais il fait quelque chose de pas correct. Mais Rattler, il n'y avait pas eu... Tu sais, il y a eu des games où il avait l'air mauvais, là, mais pour vrai, quand tu écoutes les games, là... C'est normal. Quand tu écoutes les games, il avait un bon bras, il court, Mais c'est que, tu sais, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que avec le style d'offensive de Moore, je pense que son playbook est plus ouvert s'il prend Rattler. Ben oui. Parce qu'il est beaucoup plus mobile que Carr. Puis aussi, il est beaucoup plus jeune. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il va beaucoup aimer dans le sens de comme il va plus s'amuser avec Rattler qu'avec Carr. Puis après ça, tu sais, en question défensive, on sait pas trop où est l'identité de cette équipe-là. Je pense qu'ils vont avoir des années un peu plus de misère par rapport à rebuild leur défensive. Mais pour l'offensive, je m'inquiète vraiment pas pour les Saints. Ils vont scorer des points. Puis je trouve que c'est à cause de ça qu'il a pris la job aussi. Mm-hmm. Je pense qu'il voit le potentiel offensif, puis il sait qu'en mettant un bon defensive coordinator de ce côté-là, puis ayant une bonne conversation avec le GM pour essayer, tu sais, aussi le cap money, ils en ont pas trop. Mais t'as pas de trou à l'attaque. T'as pas de trou à l'attaque. Dans le sens, ton attaque peut-être tu oublies, là, on s'entend. Ouais, mais Spencer Rattler, ça reste pour moi un test. C'est un trou pour moi au QB, là. Oui. Mais t'as un gars Rattler, t'as un quand projet. c'est déjà mis dans ta tête que, OK, on va investir sur Rattler. Oui, je comprends qu'est-ce que pour moi, c'est plus un trou. Il n'y a pas de question pour la prochaine saison. Parce que tu dis dans ta tête, ça va être Rattler. Puis au pire des cas... Tu vas pas chercher dans la saison morte. Si c'est vraiment de la merde, on a Carr qu'on peut faire... Carr sera plus là. Non, Carr va être là. Il doit être là. Pas mal sûr qu'ils coupent le contrat, moi. Ils n'ont pas les moyens de couper le contrat. Ils peuvent pas couper le... Je pense pas. Ils vont le couper à la fin de la prochaine saison. Ouais, mais en le coupant, on économise de l'argent plus que de dead money. Ouais, mais ils vont quand même être dans le négatif. À voir comment ils vont faire ce sera un move. C'est comme, tu sais, essayer de... Ouais, mais tu sais, on disait ça des Broncos, puis des fois, move on avant, c'est bon, mais tu sais, quand tu dis qu'il y a un trou à QB, oui, mais t'as un projet. Pour moi, c'est bien mieux ça qu'une équipe qui dit on va peut-être trader pour Joe Milton. Ah non, ça, je suis d'accord. Je trouve que, tu sais, si le GM puis Moore, ils s'assoient ensemble puis ils sont capables de dire, regarde, l'offensive, là, inquiète-toi pas, avec les pièces qu'on a, c'est sûr qu'on va avoir une moyenne d'au moins 21 points par game. Ouais. Là, maintenant, c'est la défensive. La défensive, la seule personne que, comme je peux dire, qui avait un impact, c'est Jordan. Ouais. Mais là, il est rendu vieux. T'as oublié de Mario Davis, que lui risque d'être là. Il est vieux en estime, mais il joue encore du gros foot. Plus que Jordan. Mais là, après... Au sens que, tu sais, l'an prochain, déjà, ça sera pas une grande année pour les Saints. Là, tu vas part à l'autre année d'après, ces deux gars-là, je veux dire. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pendant le off-season, s'ils vont vraiment focus sur, OK, on draft en defense, puis on draft aussi les positions en offense que, comme les gars commencent à devenir vieux. Tyson Hill n'a pas nécessairement... Ouais, mais t'as Jawan Johnson. Attends 2 secondes. Tyson Hill n'a pas nécessairement comme une position spécifique en offense, parce que c'est un peu un Debo Samuel que tu peux mettre un peu partout. Fait en defense, tu sais, comme, OK, le edge, il faut commencer à changer corner, il faut amener un bon corner ou il faut draft un bon corner. Linebacker, OK, peut-être 1 ou 2 pistes qu'on a besoin. Puis après ça, tu sais, je pense qu'ils peuvent avoir une bonne équipe d'ici 2 ans, 3 aussi, ans. là, 2 ans, 3 ans. pour moi, les Saints, tu sais, je sais que c'est mon équipe, fait que je les connais plus. Mais contrairement, mettons, aux Raiders. Les Raiders, ils ont des trous où il y a personne. Partout, ils ont des trous. Les Saints, ils ont des places où on connaît pas les gars parce qu'ils sont en bas du classement, mais on a drafté un defensive tackle l'année passée, Brian Brees, qui s'améliore encore. On a Foskey qu'on avait drafté en 2e ronde, que un bon cordeau peut se dire, ce gars-là, il est pas mort, là. T'sais, on peut le réanimer pis tout. On a Colin McKinstry comme cornerback. Là, il faudrait en rajouter un idéalement. Mais on a quand même des morceaux. Versus, il y a des équipes. Tu sais, je pense que la situation du cap space donne l'impression au monde qu'on est plus vide qu'on est.
Mais, tu sais, vous êtes vraiment en dessous du cap space. Ouais, mais on a quand même une ligne qui se peut. Elle n'est pas parfaite, mais on a une ligne qui se peut. Fait que, tu sais, il y a des morceaux de même aussi. Jawan Johnson, il a 27 ans, le tight end, le 83, parce que Taysom Hill, c'est plus un tight end officiellement. Là. Tu sais, il joue QB, gadget player, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a des manières de placer des affaires. Taysom Hill aussi, oui, il a 34, mais tu sais, il a tellement pas joué au début de sa carrière, puis il joue tellement peu de jeux qu'il y en a sûrement encore pour 2-3 ans à jouer. Fait qu'on verra. Moi, ce que je pense, ça, c'est que Kellen Moore, il a pas pris la job en regardant l'équipe-là. Il a dit qu'est-ce qu'elle peut devenir dans 1-2 ans. Ouais, ben parce qu'il y a pas de chat. Tu vas pas devenir head coach d'une équipe parfaite en commençant. Là. Sirianni, quand il est arrivé avec les Eagles, il y avait des trous. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait partie de ça. Ben, hâte de voir. On passe un recap très, très rapide sur les trophées. En fait, on a parlé la semaine passée de nos prédictions. On n'a pas besoin de revenir de long en large sur tous les trophées. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a eu, selon vous, en fait, selon moi, il y en a eu un seul, là, un trophée où vous étiez en complet désaccord avec Comeback Player of the Year. Je suis le même avec toi. Complètement désaccord. Moi, je pense que Sam Darnold a été volé du Comeback Player of the Year. Le reste des trophées... Josh Allen, ça m'a surpris qu'il donne. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Moi, je voulais Josh Allen. Je pensais pas qu'elle allait le gagner. Puis je sais pas si tu as vu le vote, mais ça a été vraiment serré. Puis c'est rare que les votes sont serrés pour les trophées. Sinon, les autres, c'était mes choix. Puis tu sais, des fois, ça peut ne pas être ton choix, mais tu fais comme, hey, je vois d'où tu viens et tout. Comeback Player of the Year, je suis pas d'accord. Joe Burrow, si tu te blesses aux 2 ans, tu vas pas le gagner aux 2 ans. T'as pas fait les séries, c'est une autre affaire. Là. Dans le sens, mais il y a tellement eu des stats pis tout. OK. Oui. Il a tiré de l'arrière dans quasiment tous les games qu'il a joué, tu sais. Exact. Fait qu'il lançait le ballon que le cul. Il y a 2 des meilleurs receveurs avec lui. Ouais. Puis, Asti, il a pas réussi à l'ender des séries parce qu'il a commencé à jouer à la semaine 5. Tu sais, je trouve pas qu'il était dans... C'est pas un comeback player of the year pour moi, mais j'aime pas le critère de sélection. Pourquoi Damar Hamlin était là? Il y a pas d'hostie de raison qu'il était là. Ça fait 3 ans que Damar Hamlin est là. Puis c'est pas des blessures. Il est revenu d'une grosse blessure. Revenir comme Alex Smith d'une blessure où on se dit... Il rembarquera peut-être plus jamais sur un terrain de foot. Puis, pour moi, c'est comeback player. Pour Damar Hamlin, il faut comprendre que son arrêt cardiaque s'est passé l'autre année. Il y a 2 ans. C'est pour ça que Tommy dit ça. Là. Il startait cette année, puis c'est pour ça qu'il est revenu dans la conversation, mais il était pas bon. Mais non, c'était pas un starter. C'était considéré comme un trou sur pour les moi, là, Bills. comeback player of the year, là, Zach Bond, c'en est un tabarnak. Lui, personne ne savait c'était qui l'année passée. Est-ce qu'il a été nommé pour joueur défensif de l'année? Darnold, ça, c'est des histoires de comeback player of the year. De tes GM, on sait même pas si tu l'aurais signé, puis il te fait chier toute l'année à le voir, puis tout ça. Il s'est blessé. Ben oui, Chris, tu t'es cassé le pognon. On savait que t'allais revenir ou whatever. Puis t'as même pas fait les séries. Une année, comeback player of the year, c'est pas juste genre... Tu sais, mettons, Joe Flacco, quand il s'est fait signer milieu de saison, puis qu'il a amené Browns en série, ça, pour moi, c'est un esti de comeback player of the year de tabarnak, on pensait que t'étais à la retraite. Même, il regardait la télé quand il a reçu le call. C'est ça. Ouais. Il regardait la télé, il regardait une game, il a reçu le call, il a fait comme... Probablement que 4 secondes avant, il était en train de se jouer dans le nombril. Ouais. Il a fait... OK. Il est allé se checker dans le miroir, il a fait... Ouais. Donc le Joe est encore correct. Il a fait le tour du bloc. OK, je change, let's go. Mais tu sais, j'aime ce que tu dis, puis c'est vrai par rapport à Joe Burrow. Mais si moi je peux revenir sur le MVP, tu sais, je suis pas en désaccord qu'ils l'ont donné à Josh Allen. Et tu trouves ça raciste? Non, je trouve pas ça raciste. J'aurais adoré que ça soit un gros... Mais en même temps, je suis comme... Il faut qu'il y ait une définition plus spécifique par rapport à MVP pour que ça soit clair. Moi, je trouve que c'est clair dans le nom. Là. Most valuable player. Je suis d'accord avec le MVP, mais de la manière que... Parce que quand les fans ne sont pas certains, selon aucun doute que c'est Josh Allen qui devrait gagner, ça veut dire qu'il y a une confusion quelque part. Ah, mais il y en a qui disent meilleur joueur parce que MVP dans tous les sports, c'est meilleur joueur de l'année. Est-ce que c'est meilleur joueur dans Non, c'est toujours le joueur le plus utile. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire il y a beaucoup de monde que finalement le joueur le plus utile, c'est aussi, tu sais, au hockey, souvent c'est le gars qui gagne pour soit le Rocket ou le plus de points ou tu comprends, il y a des prix pour les autres affaires. Mais au foot, t'as offensif, défensif, puis... Désolé, garçon, j'ai maximum 10 minutes avant que je dois partir. Il n'y a pas de trouble. Parfait. C'est bon. Vas-y. Fait que, c'est juste ça. Pour moi, c'est juste ça.
la situation de... ça prend peut-être un autre prix pour genre meilleur joueur. Mais là, t'as offensive player, mais souvent, on le donne à un gars qui est pas QB pour balancer. Mais, tu vois, moi, en même temps, ajouter des trophées, ça me gagne un petit peu. Puis là, autre parenthèse, hockey. Tu sais, le trophée Norris, qui est donné souvent, pas souvent, tout le temps, un défenseur. Pas nécessairement celui qui fait le plus de points, mais c'est tout le temps un gars qui score. Là, ça prendrait un trophée pour le défenseur défensif. À un moment donné, on a-tu besoin d'un trophée pour tout aussi? Tu es capable de finir ta saison? Si tu as eu ton salaire et tout, tabarnak, on n'est pas au primaire. On n'est pas dans un gala Méritas où ça prend des prix de participation. Là. 100%. Le meilleur joueur blond. Voyons, calisse. Non, mais maintenant, c'est ça. Là, vous avez des articles écrits à votre sujet, vous avez des millions. Puis c'est comme non, ça prendra un trophée pour lui qui s'est le plus amélioré. Non, mais 100%. Non, c'est ça. On est d'accord. Si vous voulez parler le temps que je trouve les dates pour le prochain podcast. On va juste vous dire nos prochains rendez-vous parce que là, Renaud s'en va en vacances. Il est brûlé mur à mur. Là. Ouais, il a genre fait le Pro Bowl. Je l'ai. Fait que nos prochains rendez-vous, puis après ça, on va se revoir au début de la prochaine saison, mais on vous oublie pas. Les agents libres, c'est quand, Reno? Le 18 et 25 mars. On tourne ces dates-là. Fait que ça risque d'être dispo le soir ou le lendemain. Exact. Ouais. Exact. Et pour le draft. Exact. Et pour le repêchage, il y aura le 15 et le 29 avril qu'on va taper. On va trouver de la visite pour ces événements-là. On va essayer de s'amener des copains. Ouais, parce que sinon, toi et moi, on va être obligé de faire du tape. Ça va être du gros draft. Ouais, on va faire un peu de tape, mais idéalement, on aimerait du monde un peu plus geek que nous en termes de NCAA pour déblatérer avec nous. Tu sais, sinon, on peut faire nos devoirs puis tout ça, puis checker des analyses, mais... We'll do. Mais j'aimerais du monde plus geek. J'ai déjà commencé, puis il y a beaucoup de calls que les équipes vont... Tu sais, il y a des mock drafts, puis il y a des positions que des équipes vont comme sans aucun doute draft, mais je pense pas que ça va arriver, puis j'ai hâte de vous expliquer pourquoi. Moi, je trouve que c'est un draft compliqué cette année. Je trouve qu'il est flou contrairement à beaucoup d'années. Ouais. On verra ce que ça donne, mais... À suivre. Donc, dernier message pour tout le monde. De un, merci de nous avoir suivis durant la saison. La confiance. On a hâte de vous retrouver durant la saison morte pour nos différents épisodes spéciaux. On va continuer de créer du contenu pour les médias sociaux aussi. Donc, Facebook, Twitter. Facebook, c'est Communauté Football Québec. Puis sinon, j'ai dit Twitter. À 2000 on n'est pas, on n'est pas sur Twitter, mais TikTok puis Instagram, c'est important. S'il vous plaît, si vous voulez nous dropper un petit follow. YouTube également. Ça va nous aider non seulement pour la saison morte, mais en vue de la prochaine saison. On va continuer de vous créer du contenu. Puis, on a hâte de vous revoir dans quelques semaines. Peace! Minor!